Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le monde de Daio. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission sur une thématique que j'avais annoncée il y a 3 semaines. C'était le 31 mars et c'était lors du World Backup Day. Ce n'était pas le 1er avril, et oui, parce que sinon ça n'aurait pas été crédible. Et c'était effectivement une journée pour, alors je ne sais pas si c'est pour sensibiliser ou si c'est pour faire du business autour de la sauvegarde et de l'archivage des données, mais aujourd'hui on vit dans un monde numérique et globalement la thématique qu'on va aborder ce soir, elle est essentielle. Et je m'adresse à vous en fait, vous. Est-ce que vous avez jamais été confronté à un moment donné, à un grand moment de solitude, quand vous vous rendez compte soudainement que vous avez effacé des fichiers par erreur ou que votre, je sais pas, ordinateur portable a vautré, que votre tour de disque préféré s'est planté et que globalement vous avez perdu des systèmes, des données très importantes. Time Machine ou d'autres systèmes dans le genre, est-ce que vous avez un backup quotidien de vos données? Ça, c'est un élément auquel on va essayer de répondre, en tout cas ensemble ce soir avec mes invités. À quoi ressemble le stockage aussi de vos archives? Voilà. Est-ce que c'est un amoncellement de disques durs sur des étagères? Est-ce que c'est un gros NAS de plusieurs centaines de téras? Ou est-ce que globalement c'est dans un cloud que vous sauvegardez vos données? Et quelle est la meilleure en fait solution de stockage aujourd'hui? Sur quoi on va stocker? C'est à tous ces éléments en fait qu'on va essayer de répondre avec mes invités que je vais présenter. Alors je suis tout seul à la régie ce soir, je n'ai pas de réalisation, mais voilà, je bascule et je salue en tout cas mes trois invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Nickel, donc tout le monde en tout cas, tout le monde m'entend, tout le monde a la parole, et surtout, bonsoir à vous sur le chat, merci d'être présents ce soir, et je vais saluer, allez, je vais prendre un petit peu de temps, excusez-moi messieurs, je vous présente juste après, mais mes priorités, pas au direct sur Twitch, c'est priorité au chat, puisqu'on est toujours très heureux de vous avoir, et je remercie aussi Itsuki qui m'aide ce soir à la modération du chat, qui fait partie de la team Daio. Voilà, bonjour Filmacy-Code, bonjour Charou, bonjour à tous, voilà, n'hésitez pas, bonjour Nudge86, n'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions sur le chat, n'hésitez pas pour ceux qui nous regardent sur Facebook, ceux qui nous regardent sur YouTube, de vous inscrire en fait sur Twitch, ça prend 30 secondes parce que seulement sur Twitch vous pourrez parler avec moi, avec mes invités. Et seulement sur Twitch, vous allez pouvoir aussi participer au concours que nous mettons en jeu ce soir, puisque ce soir, dans la thématique, on essaye toujours dans le monde de Daio d'avoir en fait des cadeaux à la communauté qui collent avec le thème de l'émission. Et le thème de l'émission, je ne pouvais pas rêver mieux, et je remercie Archiware et à travers toi Christophe, attends, c'est pas la bonne caméra, voilà, à travers toi Christophe, de la contribution en tout cas pour le regagnant ce soir qui va gagner un bundle d'un logiciel d'une valeur de 1440 € quand même, c'est pas rien, et c'est un super logiciel que nous aurons l'occasion de reparler parce qu'il contient tout un tas d'éléments. Bon, je dévoile pas la surprise, on en parlera tout à l'heure. Voilà, pourquoi le chat est en pause. Voilà, et donc il y a Itsuki qui vous met sur le chat les liens aussi, si vous voulez voir un petit peu ce sur quoi on va parler ce soir. Voilà, vous allez avoir en tout cas les liens qui vont apparaître, qui sont mis en ligne en tout cas par Itsuki. Alors, commençons par les invités. Je commence par le premier, Yves Rougy, déjà, bonsoir, et merci d'être parmi nous, Yves. Eh bien, bonsoir, c'est un plaisir. Voilà. Je sais que tu es en formation cette semaine et tu n'es pas dans ton environnement de prédilection puisque Yves, pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas, voilà, Yves est créateur de contenu sur YouTube, également sur Twitch. Il a mis une émission tous les vendredis soirs et les dimanches soirs et sur des univers qui sont plus autour de l'IT, de Linux, des serveurs, de l'informatique de manière générale. On est vraiment dans de la techno, mais c'est fait avec. Enfin, je vous invite vraiment à venir le voir parce que la communauté est hyper sympa, elle est nombreuse. Et puis c'est fait d'une main de maître et moi c'est en tout cas grâce à Twitch que je t'ai rencontré Yves et je suis très content que tu sois parmi nous et tu es aussi, alors on va parler aussi de ton vrai métier qui est formateur dans les environnements Linux, c'est ça? Linux, ligne de commande, shell, voilà. Unix, Linux, administration, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs cette semaine je suis en train de donner un cours sur le dépannage et maintenance de serveurs Linux. C'est pour ça que je suis pas du tout dans mon studio, en effet, je suis dans une chambre d'hôtel. Voilà. C'est ça, Je suis exactement. dans une chambre d'hôtel, donc le son est pas tout à fait le même, l'éclairage non plus. Parfait. Et je vois effectivement qu'il y a quelques personnes de la communauté dans le chat. Eh bien, bienvenue en tout cas à la communauté de Yves. En tout cas, si vous nous rejoignez, j'espère que vous allez continuer à nous rejoindre. En tout cas, bienvenue dans la découverte du monde de Daio, puisque le monde de Daio, c'est une émission qui parle d'audiovisuel
de post-production, mais pas que. On parle aussi pas mal d'informatique, puisque dans nos métiers, on a effectivement beaucoup d'informatique. Pour monter les viewers. Donc voilà. Et j'ai entendu un son de quoi les viewers, je ne sais pas. Bref, allez, j'enchaîne avec le deuxième invité, Pascal Cousinet. Merci d'être avec nous et bonsoir déjà. Bonsoir, je suis ravi d'être là. C'est une première pour moi, première fois que je participe à ce type d'émission. Mais je suis ravi. Alors c'est souvent le cas pour mes invités. C'est vrai que Twitch, c'est pas forcément le truc auquel tout le monde est habitué. Et pourtant, c'est un super format et un super support pour avoir une interaction assez incroyable et vraiment quelque chose de très qualitatif. Et donc, je te remercie. Donc, pour te présenter, toi, tu es expert dans les solutions des produits de la société Quantum. C'est bien ça. Et absolument. Quantum, alors je vous en parlerai tout à l'heure, Quantum c'est un acteur majeur en tout cas dans le monde pas seulement d'audiovisuel mais aussi de l'IT traditionnel puisque c'est un fabricant de librairies, de lecteurs LTO, c'est aussi un fabricant de stockage, de sauvegarde, de déduplication. Alors j'utilise des termes qu'on va tout à l'heure détailler un petit peu plus pour les vulgariser, les démystifier puisque vous me connaissez. À chaque fois qu'un de mes invités, je te regarde toi là Pascal, si tu dis un mot de travers qui est trop compliqué, je serai obligé de t'interrompre et de démystifier. Ok. Voilà, et alors tu as aussi eu une expérience dans d'autres sociétés majeures comme EMC, c'est ça, ou d'autres acteurs de l'IT, oui, c'est oui, bien il y ça a quelques temps déjà, j'ai eu mes propres sociétés également, donc intégrateur dans le monde de la sauvegarde, du stockage et de l'archivage des données. Voilà, vraiment un focus sur les données, à proprement parler. Bon, bah écoute, nickel. Et ben écoute, bienvenue parmi nous. Et pour finir, je présente notre ami sur la caméra 3. Excusez-moi, c'est moi qui fais la réalisation ce soir, puisque je pense qu'on a dû vexer notre réalisateur à l'émission la semaine dernière, il y a 3 semaines, qui vous rappelait qui pensait avoir gagné le cadeau, mais non, le staff d'IO n'a pas le droit de participer au concours, je le précise. Non, c'est pas pour ça qu'il n'est pas là, notre ami Jules, mais bon, il nous manque, Jules, reviens, s'il te plaît. Christophe, bienvenue dans Christophe Raymond, de la société Helios France et distributeur exclusif de logiciels Archiware, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, donc depuis 2001, c'est ça, si je dis pas de bêtises, donc une grosse expérience et un gros background, voilà, vraiment dans tout ce qui est, sécurisation de données. C'est ça, exactement. C'est parfait. Alors j'entends un petit retour audio, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si l'un d'entre vous a mis le retour de Twitch avec du son. Si c'est le cas, baissez peut-être le son parce que ça repasse. Voilà, et puis merci en tout cas au dernier follow, bienvenue en tout cas à Lionel Lizzy, bienvenue à Tuxit, voilà, Christophe09 aussi, donc voilà, tous ceux qui sont là ce soir. Oh, Babydoc, notre ami Babydoc, alors là on a du niveau ce soir, hein, dans le chat nous avons notre ami Marc Alonso, je le cite parce que c'est aussi lui un expert et une brute en ingénierie système, ingénierie réseau, et je pense qu'il va falloir que Yves, à mon avis, Babydoc et toi un jour vous vous rencontriez, parce que là je pense que vous avez des choses à partager tous les deux. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, attendez, je reprends mon conducteur pour pas louper. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait une émission il y a 3 semaines qui était sur la thématique du HDR. Le HDR, vous savez, pour les belles images. Et je reprends le terme de Grégoire Lesturgie. Il avait qualifié le HDR de délice visuel. Un peu comme quand vous regardez un beau plat, que c'est appétissant. Et voilà, donc on a une très belle émission qui est en replay sur notre canal YouTube. Donc je vous invite aussi à aller voir soit les replays de nos émissions sur YouTube, sur le monde d'Audio, vous allez facilement nous trouver et vous allez pouvoir en tout cas revoir soit les émissions en replay, soit aussi les tests et tout un tas de choses que je fais en fait sur l'univers de l'audiovisuel de manière générale. N'hésitez pas à les consulter, partager, liker, abonnez-vous et surtout partagez vos commentaires parce que je prends soin vraiment de répondre quasiment tout le temps à tous les commentaires sur le réseau social. Voilà, donc j'ai parlé du 31 mars tout à l'heure. Le 31 mars, c'était le World Backup Day, donc cette fameuse journée. Est-ce que... attends, je vais commencer par toi, Pascal. Est-ce que le World Backup Day, c'est une opération sur laquelle Quantum est partenaire? Est-ce que vous avez fait des choses pour cette journée-là? Pas à ma connaissance. Peut-être que les partenaires, enfin les responsables des partenaires ont été présents, mais je pourrais pas répondre.
D'accord, bon, c'est pas grave, parce que il y avait... Mince, j'ai posé une question piège déjà, ça commence bien. Tout va bien. moi, j'étais pas présent et pas au courant de l'opération. D'accord, pour être tout à fait honnête, alors je sais pas sur le chat, dites-le nous, en tout cas sur le chat, si vous connaissez le World Backup Day. Moi, je connaissais pas. Non, je connaissais pas, j'en ai vraiment parlé pour la première fois, en fait, là. Je vais pas dire par hasard, mais peut-être que la communication des mastodontes, parce que c'est financé, enfin il y a Amazon, il y a les grandes pontes de cette partie-là, mais c'est vrai que ça m'a poussé moi à faire cette émission ce soir, parce que la clé en fait dans nos métiers, et pas seulement, et je parle pas que d'audiovisuel, puisque vous êtes peut-être là vous aussi dans d'autres univers de l'informatique, mais qu'est-ce que tu nous dis? J'ai Knorr original, le Backup Day connaît pas. Alors c'est le World Backup Day, mais c'est un peu comme la fête de la secrétaire ou un truc comme ça. Donc c'est des fêtes qu'on vous invente généralement pour faire du business, disons-le. Oui, ça te fait rigoler. Ça fait rigoler Pascal, mais c'est un petit peu vrai. Il y a des fêtes de tout et n'importe quoi. Hein. Je sais pas, hein, sur le chat, dites-nous. Tiens, allez, sur le chat, on fait le concours de celui qui connaît peut-être quelle est la fête la plus originale et ridicule que vous connaissez? J'en sais rien. Hein. Dites-moi sur le chat, on sait jamais. Hein, on peut se lâcher un petit peu ce soir, c'est détendu. Mais je sais pas si toi, Christophe ou Yves, vous avez une idée d'une fête, vous vous dites, ça existe ça en fait, c'est n'importe quoi, non? Ouais, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu farfelues ou un petit peu avec des clins d'œil vraiment de geek. Je pense il y a le World Towel Day. Towel, c'est quoi? C'est les serviettes, ça? La serviette éponge, c'est le jour de la serviette éponge, et c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil au guide du routard galactique. Au quoi? Au guide du routard galactique? Attends, ouais, le guide du routard galactique. Tu m'intéresses là. Qui est un livre de geek. C'est une trilogie en 5 volumes. Pour te donner, c'est un livre anglais, donc c'est de l'humour un petit peu loufoque, et dans l'histoire, les gens quittent la Terre, et pour voyager, pour faire de l'autostop intergalactique, il faut avoir une serviette éponge autour du cou. Ça leur permet de voyager. Voilà. Ok. Je trouve un peu farfelu, celui-là, très rigolo. Ouais. Alors tiens, excusez-moi, mais j'ai Itsuki qui fait, c'était la journée de l'assistante aujourd'hui. Hein, ça, c'est une private joke, Itsuki. Tu vas le payer cher, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut Laurent Frépa, bienvenue. Bon, Laurent Frépa, à chaque fois, je me permets de te saluer à chaque fois personnellement parce que tu es notre plus vieille et fan du monde de Daio, et bienvenue. En tout cas, voilà. Et ce que dit Boubou et ce que dit Knox sont des références au guide du routard galactique, dont Paniquer 42. Ok, voilà. D'accord. Bon, excusez-moi les gars sur le chat si je comprends pas tout. Je suis pas encore assez vieux dans la communauté, dans toutes ces choses-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. Allez, on va continuer. On va attaquer la première partie de l'émission et on va parler de backup et de sauvegarde. Alors, je vais me permettre, alors je sais pas qui je vais aller, je vais aller sur Christophe, puisque là, on va rentrer un peu dans l'art du sujet. J'aimerais que tu m'aides à définir ce qu'est la notion de backup ou de sauvegarde versus l'archivage. Comment on peut définir ce qu'est la sauvegarde par rapport à l'archivage? Alors, quand je dois essayer d'expliquer en fait les différences entre la sauvegarde et l'archivage, je me réfère un petit peu au cheminement que suivent les données lors de leur traitement. Et en ce qui concerne, je vais commencer par la fin, en fait, parce que ça me semble peut-être le plus facile. C'est-à-dire que lorsque le traitement des données, des données a été effectué, donc à ce moment-là, se pose la question, bon, est-ce que, voilà, en fait, on a rendu le dossier, est-ce que on les garde ou est-ce qu'on les supprime? Bon, si on les supprime, l'affaire est réglée, on n'en parle plus. Par contre, si on les garde, est-ce qu'on doit les garder en fait sur le stockage que l'on utilise pour la production? Donc c'est peut-être pas terrible. Ou à ce moment-là, en fait, on se dit que on va les déplacer en fait sur un média qui est peut-être un petit peu plus adapté. Plus adapté parce que ça va coûter moins cher. Alors ça sera peut-être plus lent parce que
est-ce que on sait même pas en fait si on aura besoin en fait d'accéder à ces données. Donc est-ce que alors on en parlera tout à l'heure, ça, de la notion des supports de stockage pour le backup, l'archivage. Et donc voilà, l'archivage, pour moi, c'est une fois en fait que les données ont été traitées, donc c'est de les déplacer en fait sur quelque chose qui est plus adapté. Donc plus adapté au niveau du stockage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les garder plus longtemps, plus efficacement, quoi, de façon plus fiable et à moindre coût. Donc voilà en fait pour l'archivage. La sauvegarde là en fait c'est l'étape. Alors c'est l'étape d'avant. C'est l'étape en fait où durant laquelle en fait les données vont être censées être modifiées en fait. En fait, on va effectuer diverses manipulations dessus, et ça, en fait, on a besoin de le sauvegarder parce que le temps qu'on passe dessus, en fait, ça représente un coût, et c'est important en fait de pouvoir le sécuriser. Et le sécuriser également dans le temps, c'est-à-dire de pouvoir revenir à une version en fait antérieure du document, et là, en fait, c'est là qu'intervient la sauvegarde. D'accord. Okay, je vois. Et dans la sauvegarde, en fait, cette durée de traitement, elle est, généralement, en fait, c'est toujours sur une durée déterminée. Donc, voilà, la durée du traitement, donc ça va se dérouler sur une semaine, 1 mois, 3 mois. Mais c'est souvent fixe, et c'est ça, en fait, qui va déterminer la durée de rétention des données. La durée d'attention. Alors, on dit voilà, donc toutes les données qui rentrent chez nous, donc on travaille dessus durant une semaine, 15 jours. C'est ça qui va déterminer donc la durée de rétention qu'on va pouvoir fixer peut-être 15 jours, 3 semaines ou 1 mois. Donc, en fait, lorsque cette période de rétention est atteinte, à ce moment-là, on considère que donc les données qui ont été sauvegardées, en fait, on peut récupérer en fait la place qu'elles occupaient au niveau de la sauvegarde pour accueillir en fait de nouvelles données qui seraient amenées à être traitées. Donc, voilà un peu comment on définit la sauvegarde. En fait, la différence entre la sauvegarde, donc qui concerne en fait les données en cours de traitement, et l'archivage qui va concerner plus là en fait les données sur lesquelles les traitements sont terminés. Alors de notre côté archiveur, donc il y a également en fait une autre fonctionnalité, puisque donc alors effectivement je l'ai pas indiqué, mais dans la partie archiveur, donc on dispose en fait de la fonctionnalité de sauvegarde et également en fait de la fonctionnalité d'archivage, de façon en fait à couvrir les besoins de sécurisation de données au niveau du flux de production. Et on va rajouter également en fait une option de synchronisation de données, de duplication de données, qui elle en fait va être dédiée donc aux données en fait qui viennent d'être intégrées en fait au niveau du flux, de façon à les sécuriser. C'est ce que je suis en train de montrer en fait sur le site. C'est ça. Je suis en train de montrer le site en fait de Archiware. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas sur le chat. Voilà. Donc c'est les 3 modules en fait que tu présentes en fait, Christophe. C'est ça. Le archive, le backup et la synchronize. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont intégrées à la partie P5 de façon en fait à couvrir toutes les exigences de sécurisation de données que l'on peut avoir. Alors on n'est pas obligé d'utiliser les 3 en même temps, mais c'est possible. Donc, on donnera des exemples tout à l'heure sur les cas d'usage qu'on peut retrouver. Ça sera dans la deuxième partie, plutôt dans la troisième partie. À la fin, c'est ça qu'on va essayer de couvrir en tout cas pendant l'émission pour tous ceux qui nous regardent. C'est la notion entre la sauvegarde, l'archivage. Après, les différents types de supports qu'on peut utiliser. Et à la fin, quel type d'usage, pour quel cas, quel métier on peut. Voilà, parce que finalement, on est tous concernés, que ce soit un ordinateur portable, un smartphone, une station de montage vidéo, de programmation, des serveurs, toutes ces choses-là, il y a des risques en fait partout, et il faut mesurer ces risques, il faut adapter des solutions logicielles, matérielles. C'est pour ça qu'on a aussi Pascal de Quantum en tout cas qui va effectivement nous en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc si je comprends bien ce que tu as dit, donc l'archivage, je dis autrement, je résume ce que tu viens de dire, Christophe. La sauvegarde, c'est bien. Alors, on n'a pas encore parlé des risques, mais peut-être que Yves, là-dessus, tu pourras nous en parler juste après. Mais la sauvegarde, c'est effectivement un instant T pour pouvoir récupérer des datas qu'on subit un risque, pour éviter effectivement de perdre sa production en cours. Et l'archivage, si j'ai bien compris, on sort et on externalise entre guillemets des données qu'on a terminé de travailler, qui encombrent un stockage chaud, pour le mettre sur quelque chose qui est plus froid, voire moins coûteux. C'est bien ça ? Oui, tout à fait.
Ok. Yves, est-ce que toi, justement, t'as un avis? Alors attends, je profite pour saluer, puisque j'ai pas mal de monde qui s'inscrit. Bienvenue en tout cas au tout nouveau follower, TK, Tao, excuse-moi, j'ai du mal un peu à prononcer. Enyo TNA 1988, voilà, bienvenue en tout cas à vous sur le monde de Daio. Merci pour votre follow. Voilà, on parle d'audiovisuel, mais surtout d'IT, des backups d'archives ce soir, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Ok, et sur le chat aussi, hein, n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a Knog original qui dit stockage sur bande. Alors, on va en parler des différents types de stockage pour l'archive ou le backup, puisqu'il y a plusieurs. Pour moi, il y a trois thématiques qu'on va aborder avec nos invités. C'est le stockage sur disque dur, sur LTO. Je vous en reparlerai pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc, c'est les fameuses bandes et le cloud, en fait, puisque le cloud aujourd'hui est aussi incontournable. Alors, Yves, est-ce que tu pourrais nous parler des risques? C'est quoi les risques, en fait, qu'on peut encourir et à quel moment la sauvegarde est intéressante? Alors, j'ai quelques exemples. J'ai 2 exemples flagrants, moi, qui me viennent en tête. C'est que les risques, c'est que notre stockage, en général, la donnée, elle est sur un disque dur, que ce soit un disque dur mécanique ou un disque dur SSD, sans partie mécanique. Et les disques durs, on s'en rend pas compte, mais c'est du matériel qui est du consommable. Ça veut dire que ça tombe en panne. Au bout d'un certain temps, ça tombe en panne. C'est pas au cas où ça tombe en panne, ça tombera en panne. Au bout d'un certain temps, ça a une durée de vie limitée. Et donc, du coup, on se dit, déjà par rapport à ça, il est tout à fait possible que mes données ne soient plus accessibles parce que mon disque dur il tombe en panne. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie des risques Ouais, qui parce que existent. c'est hyper Les fiable. risques qui Aujourd'hui, existent, les disques durs, c'est devenu hyper fiable quand même. ils sont hyper fiables pendant leur durée de vie. Ouais. Parce que ce qui va se passer, moi je connais plein de monde qui utilise des ordinateurs portables depuis 15 ans, 16 ans, ils marchouillent parce qu'ils commencent à être un petit peu fatigués, mais le disque dur c'est le même, et l'ordinateur il est trimballé à droite à gauche. Donc là on n'est même pas encore dans le monde du serveur, vraiment dans le monde du grand public, et c'est pour ça que pour moi c'est un sujet qui est important, c'est que dans le monde du grand public, les données qui sont sur l'ordinateur, les données qui sont dans le téléphone, c'est le cas également pour les téléphones, les données que l'on a, si elles ne sont que sur un seul support, elles sont en danger. Alors j'ai quelques exemples pour ça. Alors, je n'ai pas recherché, je t'en avais parlé il y a quelques jours, mais je sais qu'il y a un nombre d'étudiants importants qui abandonnent leur thèse après quelques années de travail parce qu'ils ont perdu tout le travail qu'ils avaient fait, qui était à un seul endroit. Et le pourcentage de thèses abandonnées suite à la perte des données, une panne de disque, un oubli de l'ordinateur dans le train, dans le métro ou le vol de leur ordinateur, c'est un pourcentage qui est élevé. Alors, je ne sais plus, c'est 30% ou un truc comme ça, c'est une valeur qui est vraiment élevée. J'ai pas recherché, j'ai pas recherché depuis que je t'en ai parlé, mais le chiffre m'avait choqué. Je rebondis parce que moi j'ai trouvé un article que je vais partager avec toi et avec tout le monde. J'ai trouvé, alors attendez, il est où? Voilà, je vais le partager sur cet écran-là. Voilà, j'ai trouvé un article qui parle, alors pas trop des thèses, hein, je suis désolé, j'ai pas trouvé cet article sur ce que tu disais, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein en fait. Je pense qu'il y a tous les ans des études qui sortent et qui globalement parlent des entreprises et qui parlent du risque de soit de faillite ou de perte financière quand on n'a pas des stratégies de sécurisation qui sont à minimum le minimum voilà, de base. Et il y en a plein qui ne le font pas en fait. Et donc c'est ce que ça dit. En gros, cet article, vous voyez là, ça dit voilà, 79% des entreprises françaises reconnaissent ne pas être capables de répondre aux exigences des utilisateurs. Hein. Et donc, ouais, alors bon, il y a plein d'articles là-dessus, je vous mettrai les liens, mais je sais aussi qu'il y a clairement des entreprises qui disparaissent quand il y a vraiment de la perte de données et qu'il n'y a pas eu d'externalisation des datas. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque aussi qui est un peu plus up-to-date, monsieur Yves, sur justement le risque du piratage? Alors, il y a le risque, pour moi, pour moi aujourd'hui, le principal risque qui pèse sur les données des entreprises, ce sont les ransomware. Ce sont les ransomware, c'est-à-dire qu'un virus qui va arriver dans l'entreprise et qui va chiffrer les données. Ouais. Je connais de façon proche une entreprise qui, au pic de son activité, s'est fait chiffrer l'ensemble de ses données. Ils ont dû restaurer des sauvegardes. Il y a un jeu de sauvegarde qui avait été chiffré également. Ils ont dû restaurer des sauvegardes de 15 jours avant, alors qu'ils étaient dans le pic de leur activité, et ce qui leur a mis un retard énorme. Ils ont perdu beaucoup de clients. Alors, je ne connais pas les montants, ils ont perdu une quantité de chiffre d'affaires non négligeable. Et aujourd'hui, les ransomware. Donc, le ransomware, c'est quoi? C'est en quelque sorte, on va dire, un virus qui va venir d'une manière X ou Y sur les ordinateurs de l'entreprise et qui vont chiffrer les données en demandant une rançon pour pouvoir les déchiffrer. Alors, en général, on dit qu'il ne faut pas payer la rançon, tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans le réseau
Et si on paye la rançon, on va peut-être avoir la clé de déchiffrement, mais quelques dizaines de jours plus tard, on se refait chiffrer à nouveau et c'est un cercle sans fin. Et ça est déjà arrivé à plusieurs entreprises. Et pour moi, ça, c'est le risque numéro 1 qu'on a. C'est vraiment un risque. Alors moi, j'en connais en tout cas qui ont eu dans leurs entreprises ce genre de choses-là. Et comme tu le soulignes, ça arrive par une pièce jointe dans un mail, la personne ne fait pas attention, elle l'ouvre, et ça commence à crypter tous les fichiers à la volée sur tous les volumes qui sont montés, c'est catastrophique, c'est clair. Est-ce que vous sur le chat... Et là, si la sauvegarde est en ligne, c'est-à-dire si c'est, par exemple, il y a des gens qui font des sauvegardes simples en copiant des fichiers sur leur NAS et que le NAS est accessible, le contenu du NAS est chiffré par la même occasion. Donc, d'accord. Ok. Alors, attends, on va un petit peu sur le chat. Excusez-moi, je tourne un peu la tête puisque le chat est sur l'autre écran à gauche. Excusez-moi, je ne suis pas impoli avec vous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Kno Original? J'aurais surtout une question en fonction de certains formats de fichiers. Alors, je vais lire les questions. Par exemple, un fichier sans extension ou binaire peut devenir corrompu quand passage du PC au Mac ou inversement. Mais aussi des fichiers binaires. Alors, attends, c'est quoi ta question? J'ai pas compris. Est-ce que Yves, t'as compris la question? Non, à une époque, il y avait des problématiques de conversion de format de fichier quand on passait de PC au Mac. Ouais. Aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas y avoir de corruption. Si une corruption, elle doit sans doute venir d'ailleurs. D'accord. Okay. Après, ça, c'est une généralité. Il faut voir les cas par cas. D'accord. Tiens, quand tu parlais de thèse, on a Phil Massicotte qui nous dit « Je me souviens avoir perdu 1 à 2 mois de données lors de ma thèse et j'ai appris ma leçon à ce moment-là. » Eh bien, écoute, voilà la preuve. En tout cas, merci pour ce témoignage, Phil Massicotte. Et Babydoc, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je fais du backup hybride, sauvegarde NAS local, synchro, serveur, perso, plus cloud. Et bien sûr, chiffré, ne faites jamais confiance à un tiers non connu. Alors là, bon, Babydoc, c'est un expert. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion, Babydoc, je t'inviterai pour une prochaine émission, et peut-être à nouveau avec toi, Yves. Puisque là, on pourra parler, c'était assez marrant, on pourra parler de tout ce qui est firewall, les portes de sécurité et portes d'entrée. Si c'est une thématique qui vous intéresse, Yves, je pense que ça t'intéressera. Babydoc est très calé en la matière, et il y a des firewalls qui, justement, aujourd'hui bloquent, il faut le savoir, je crois, les petits paquets avec les petits virus qui peuvent entrer sur ton réseau. Il y a de l'inspection, ce qu'on appelle, parce qu'un firewall sans inspection, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, et ça peut protéger un réseau d'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si tu connais ça, l'inspection dans les firewalls, Yves. Oui, je connais. Je connais. Après, ça dépend du rôle qu'on attend du firewall. Mais effectivement, ça peut protéger contre un certain nombre de choses, mais de toute façon, il n'y a pas de protection efficace à 100%. C'est un petit peu comme si on disait... on sort un vaccin contre tous les virus qu'on pourra rencontrer dans le monde. Non, il faut à chaque fois c'est adapté et il suffit qu'on fasse une petite modification dedans pour pouvoir trouver une autre porte. Alors c'est pas à la portée de tout le monde, mais la sécurité, c'est courir derrière l'attaquant aujourd'hui quand on veut se protéger. Alors, attendez, le chat est un peu actif. En tout cas, bonsoir Alain B, bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que dit Eric? Il dit c'est la couche WAF. Pour moi, en plus du firewall, c'est quoi le WAF? Tu connais peut-être Yves ou Christophe? C'est le Web Application Firewall. En fait, c'est qu'on va regarder le trafic qui arrive sur le site web. Ça, c'est typiquement quand on a un site web. On va regarder le trafic qui arrive sur le site web pour y rechercher des attaques connues sur des sites web. Je simplifie, mais l'idée, c'est celle-là. Ok. On reviendra alors peut-être dans une autre émission sur le chat, dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors c'est un sujet, je ne vais pas dire un sujet geek, un sujet très technique et tout, mais mais je trouve que c'est intéressant. En tout cas, si Yves, je te tends l'invitation, si tu veux un jour qu'on refasse une émission sur cette thématique. Et Babydoc, sur toi qui nous écoutes, Babydoc, si tu es ok pour participer à cette émission, voilà, ça serait sympa, en tout cas. Ok, alors, parlons un petit peu des supports, messieurs, des supports de stockage. On va parler un petit peu avec toi, Pascal, puisque, alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de support aujourd'hui qui sont utilisés pour la sauvegarde de l'archivage? Les 3 supports les plus utilisés. Je vais parler des supports, mais je vais d'abord parler de l'architecture optimum pour une sauvegarde. Ouais. Dans le milieu de l'IT, on parle de stratégie du 3-2-1-1. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer 3 copies de la donnée, d'accord ? 3 copies de la donnée sur 2 médias différents, donc 2 technologies différentes, d'accord ? Le 1 suivant, c'est s'assurer qu'on ait une copie qui soit en dehors du site. Donc là, on va faire une réplication sur un site distant ou une salle distante. Donc, pour mettre en place ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité. Si un site tombe, on peut redémarrer sur l'autre site. Et le dernier 1, c'est s'assurer qu'on ait une copie offline.
Parce que le dernier rempart contre les ransomware, hein, qui est vraiment l'attaque majeure aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on ait une copie déconnectée du réseau. Parce que tout ce qui est connecté au réseau, et même le cloud, peut être vérolé, peut être attaqué par un ransomware. D'accord ? Si on synchronise avec le cloud, on peut synchroniser des données qui sont déjà vérolées ou déjà cryptées, et on va les répliquer dans le cloud. Donc, le seul moyen, c'est d'avoir une copie qui soit en dehors du réseau, donc déconnectée du réseau. C'est pour ça qu'on va utiliser des médias de type bande, par exemple. D'accord ? Parce qu'on a des mécanismes qui permettent de créer des barrières, des coffres-forts virtuels dans les librairies, ou alors même externaliser les médias pour les mettre dans un coffre-fort. Et là, on est garanti de ne pas avoir, bien sûr, de chiffrement des données, bien sûr. D'accord. Alors justement, donc en termes de support, pour revenir à ta question, j'ai fait une digression. Pour revenir à ta question, il y a bien sûr le disque, d'accord. Enfin, le disque, que ça soit du SSD pour que ça soit ultra rapide, même du NVMe, hein, pour que ça soit encore plus rapide, du disque, et puis ensuite on va avoir donc de la bande, d'accord. Donc la bande, c'est principalement des technologies LTO aujourd'hui. Alors justement, donc ce sont des cassettes. Je te laisse parler, mais regardez, je vous en ai ramené une, messieurs. Une LTO, regardez. Vous la voyez sur cette caméra-là. Voilà. Tu peux continuer à parler, hein. Je te laisse présenter le petit bébé que j'ai dans les mains. Donc nous, Quantum, on fait partie du consortium LTO et on définit toutes les générations de LTO. Donc nous sommes aujourd'hui à la 9e génération et on a sur une même cartouche 18 Tera non compressés. D'accord ? On parle toujours en capacité non compressée. On peut avoir, tout dépend du type de données, mais on peut avoir un facteur de compression jusqu'à 2,5 pour 1, 2,5 pour 1, d'accord ? Mais c'est 18 Tera sur une même cartouche aujourd'hui donc sur une cartouche LTO9. Voilà, c'est ce que je montre en fait. Alors je montre effectivement les. Alors tu vas en parler juste après de ce que tu vois peut-être au milieu là. Mais la cartouche LTO, c'est ça. On est à la 9e génération. À chaque fois, chaque génération, c'est quoi ? C'est on double les capacités en gros, c'est ça ? Alors, on doublait les capacités, mais là entre le 8 et le 9, on est passé de 12 à 18. Donc on va pas tout à fait doubler. Comment ça ? Vous respectez pas la loi de Moore ? C'est pas possible, Yves. Mais il faut faire quelque chose. Il déconne là chez Quantum ou chez les consortiums. Là. La loi de Moore, normalement, c'est on double toujours la taille du machin. C'est absolument ça. C'est vrai qu'entre le 7 et le 8, on avait doublé. Mais entre le 8 et le 9, non, on n'a pas doublé. Bon. Donc finalement, on fait quoi ? On se retrouve à limiter à des barrières physiques, c'est ça, Pascal ? On se retrouve limité à des barrières physiques, c'est ça ? Oui, c'est beaucoup plus dense. On travaille même sur les prochaines générations. On parle du LTO12 qui serait à plus de 300 Tera par cartouche, d'accord ? Donc là, il va falloir d'autres technologies. Là, on voit déjà sur le LTO9, il y a des contraintes lors de l'utilisation du LTO9. C'est-à-dire qu'il va falloir passer dans une phase on pourrait dire de formatage, comme un formatage de disque. C'est-à-dire qu'on va aligner les têtes, etc. Donc c'est une opération qui peut être relativement longue, qui est indispensable. Donc c'est une opération qui peut prendre entre 10 minutes et plusieurs heures, suivant les paramètres d'humidité du data center, par exemple. D'accord ? Ça, c'est uniquement avec la technologie LTO9. On n'avait pas ça avec les anciennes générations. Ah oui, d'accord, donc ça va être plus compliqué encore, d'accord, ok. Voilà, donc une phase d'initialisation indispensable, voilà, pour l'utilisation de chaque média LTO9. Question idiote, mais est-ce que c'est pas too much en 2022 de la bande, comme les cassettes audio qu'on mettait dans notre... Excuse-moi, mais est-ce que sur le chat vous dites pas... Parce que ce que je vous ai pas montré quand même sur cette caméra, messieurs, c'est que là-dedans, en fait, il y a, je sais pas combien de mètres de bande, mais c'est de la bande magnétique comme ce qu'on mettait dans notre radiophone, hein, les gars. Donc, absolument. Il y a un peu plus quel est l'intérêt de la bande ? Tout le monde avait enterré la bande il y a une dizaine d'années. D'accord ? Tout le monde disait, la bande est morte, c'est difficile à utiliser, il faut externaliser les bandes, donc il y a pas mal de contraintes, etc. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la bande. Déjà, c'est son coût. Hein, pour stocker des dizaines, des centaines de téras, des pétaoctets de données, on parle même d'hexaoctets de données, d'accord ? C'est le support le moins coûteux et de très loin devant d'autres technologies de type disque, NAS, enfin, etc. D'accord ? Donc ça, c'est son premier avantage. Deuxième avantage, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la protection contre les ransomware.
Oui. C'est le seul média que l'on va pouvoir sortir et on va pouvoir le mettre dans un coffre, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est un autre avantage non négligeable, surtout en ce moment. Troisième avantage, c'est son côté green, parce qu'il y a une très très faible utilisation, enfin très très faible consommation électrique lors de l'utilisation des médias. Et lorsque les médias ne sont pas utilisés, il n'y a pas de consommation électrique. D'accord ? Et puis après, il y a d'autres. Voilà. Et puis, ce que l'on voit aussi, nous, on est fabricant donc de librairies. On fabrique pas les lecteurs, on fabrique pas les bandes. Hein, on fabrique les librairies. On a de très très gros robots, je vais les montrer, des dizaines de milliers de cartouches. Ouais. Nos plus gros clients aujourd'hui, c'est pas pour le domaine de la sauvegarde, c'est pour le domaine de l'archive. Et les plus gros clients, ce sont ce qu'on appelle les hyperscalers, les grands acteurs du monde du cloud. C'est les GAFAM, hein, tout simplement. Ouais. Voilà. Et on parle d'exaoctets de données. Hein. C'est Amazon doit avoir une dizaine d'exaoctets de données chez nous, quoi. Exaoctets, donc ce sont des librairies. C'est quoi? C'est des milliers de téras? J'arrive même pas à savoir l'unité. Non, des milliers de pétas. Des pétas, d'accord. Ouais, ok. Ah oui, exactement. C'est 1 million de téras. 1 million de téras. Exactement. Okay. Oh la vache. Ok, d'accord. Ça commence à faire beaucoup. Alors attends, je rebondis juste ce que tu disais, Pascal, sur l'écologie, parce que tu nous connais, c'est un credo sur le monde de Daio sur lequel on parle souvent, puisque on essaye en tout cas de faire passer des messages, puisque l'écologie c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais. Une bande, contrairement à un disque dur qui est dans un stockage avec des alimentations, est-ce que tu as une comparaison de la consommation entre, je sais pas, 20, 30 disques durs et une librairie avec pareil en équivalent? Est-ce que tu as des exemples chiffrés? Non, je ne l'ai pas sous la main, il faudrait que je fasse des recherches. Ouais. Non, je ne l'ai pas sous la main. Non. D'accord. Bon, ça serait intéressant. Si sur le chat, vous savez, en tout cas, et vous avez un exemple... Non, je ne l'ai pas. Ouais, mais bon, j'imagine que voilà... attends, on va revenir sur ce partage de cet écran-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple... alors, je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait, vous allez voir. Est-ce que sur le chat, vous savez... est-ce que vous connaissez déjà ce genre de machine que je vous montre là? Une librairie LTO, justement, de la marque Quantum, que Pascal nous parle. Est-ce que vous connaissez ça? Je vous laisse nous répondre, en tout cas. Est-ce que vous connaissez les librairies? Parce que je vais vous montrer l'intérieur d'une librairie, en fait. C'est un peu comme on veut voir l'intérieur d'un lave-vaisselle qui tourne. C'est toujours intriguant de se dire, putain, comment ça marche? Et ben, je vous en ai fait une vidéo et je vais vous la montrer juste après. Mais je voudrais juste savoir si sur le chat, vous avez déjà vu ce genre de machine, en fait, les gars. Ouais. Alors, excusez-moi, à chaque fois, je suis le principe du... Ouais, vas-y. Pardon, le principe d'une librairie, c'est simple, c'est d'avoir ce qu'on appelle des parking slots, c'est-à-dire des endroits où on va ranger les médias, d'accord ? Donc on en a un certain nombre en fonction du modèle des librairies, et on a une espèce de bras qui va aller chercher le média pour après l'insérer dans le ou les lecteurs qui font partie donc de la librairie, tout simplement. D'accord. Voilà. Et bien justement, là, je vais vous montrer en image. J'ai fait une petite vidéo vite fait, justement d'un modèle de chez toi, d'un robot i3, parce que vous avez vu l'intelligence chez Quantum. Excusez-moi, je vous fais votre pub parce que là, j'adore. Vous avez mis une vitre devant, ce qui fait qu'on peut toujours regarder dedans et voir ce petit robot en fait bouger. Et je vous le montre en image. Regardez. Alors, j'ai fait un petit montage de 35 secondes. C'est parti. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse librairie. Vous allez voir. Et ensuite, vous allez voir l'intérieur. Donc là, au fond, il y a les lecteurs. Et là, vous voyez le fameux robot. Voilà. Donc là, il prend une cartouche. Il la sort. Et c'est parti. Il va nous la mettre dans le chargeur au fond. Tout simplement. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est bien beau à l'intérieur. On se croirait presque dans un truc de science-fiction. Et là, c'est pareil. Quand le robot a terminé. Donc là, avec un logiciel comme P5, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, le robot, en tout cas, remet la cartouche dans son slot. Donc, alors... Est-ce que tu peux nous dire justement l'intérêt, c'est quoi ces histoires de slots qu'on voyait là sur les côtés de l'image là, Pascal? L'intérêt, c'est pour ranger tout simplement les médias. Ouais. Voilà. Donc on va avoir donc des configurations qui vont être plus ou moins importantes avec un certain nombre donc de lecteurs et un certain nombre donc de slots, ce qu'on appelle des slots pour ranger les médias. Sur les plus gros modèles, on peut avoir plus de 19 000 slots. D'accord ? Donc ce sont des grosses armoires. Là, on a vu le premier modèle de chez nous.
d'accord, qui est stackable. Donc on peut remettre comme ça plusieurs modules et on peut avoir donc jusqu'à 400 slots. Mais sinon, les plus gros modèles, ce sont des armoires avec des configurations différentes, 2 bras également, d'accord, pour une question de redondance, de rapidité, une webcam intégrée aussi. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour de très très grosses volumétries. D'accord. Okay. Et alors, est-ce qu'il y a un gros client dans le monde de l'audiovisuel qui utilise ce genre de système que tu pourrais nous citer? L'INA, est-ce que c'est dans le monde de l'audiovisuel? Bah beaucoup quand même. Institut national de l'audiovisuel. Est-ce que c'est dans l'audiovisuel, messieurs? Voilà. Excuse-moi, je vois Yves au-dessus qui se moque de toi. Hein. Donc l'INA stocke tout le patrimoine audiovisuel sur nos librairies. Donc ils ont en frontal une plateforme de chez nous qui va gérer le flux de données et qui après va archiver les données sur de très très grosses librairies. D'accord, voilà. Oui, parce que l'INA, il y a un autre avantage. Après, on va avoir dans mon audiovisuel, alors je sais que Canal+ l'utilise pour la VOD, mais je ne sais pas s'ils ont des librairies ou ils n'ont que des disques. Enfin, ils utilisent ce type de plateforme. Yves, tu avais quelque chose à nous ajouter comme... Ouais, je vais dire au niveau des bandes magnétiques, moi j'avais discuté avec un copain qui bosse beaucoup là-dedans pour... lui, il est utilisateur de ces bandes-là, enfin il était. Et il me disait un autre énorme avantage, c'est que quand ils font de l'archivage, le déplacement de très grandes quantités de données, ils chargent un camion avec les bandes LTO, ils traversent la France avec et ils transportent plus de données qu'on pourrait en mettre avec n'importe quelle fibre, en remplissant le camion de bandes. Imaginez, on a vu la taille d'une bande. Imaginez qu'on remplit un camion entier de ça, la quantité de données qui traverse la France à 60 km/h, 80 km/h. C'est super à n'importe quelle fibre optique. Tiens, question. Quelle durée de vie pour une cartouche LTO? Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse, messieurs? 30 ans. Je crois que c'est plus de 30 ans, oui. Je crois on en est sûr ou pas? Comment on le sait que ça dure 30 ans? C'était 30 ans pour le LTO8, LTO9, je ne sais pas, je crois que ça a été amélioré encore. Mais je crois que c'est ça. Alors j'ai une question parce que c'est des tests de vieillissement qui sont faits. Ah oui, c'est ça, parce que c'est une question d'Eric M59 et je te remercie sur le chat pour ta question. C'est ça, c'est comment on fait pour prédire... c'est ça. Alors comment on fait pour vieillir une bande, Yves? T'as une idée ou pas? Ou Christophe, je sais pas. Comment on fait? En fait, je connais pas la technique exacte, mais je sais que pour toutes les techniques de durée de vie, on va simuler artificiellement des contraintes sur le média qui vont correspondre à un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on va être capable en quelques jours de simuler une année entière du média en faisant varier la température, en varier l'hygrométrie, en faisant des vibrations, en faisant des choses comme ça. Et on extrapole du coup des durées de vie minimales. Maintenant, c'est comme ça que je sais que c'est fait pour certains matériaux. Je ne sais pas si c'est le cas pour les bandes là, mais ce sont des techniques qui sont très utilisées dans plein d'autres domaines. Ouais, c'est un peu comme Ikea ou des marques comme ça là, qui ont des machines qui poussent et qui tordent les sièges, les machins et tout pour savoir. Là, on joue beaucoup sur les températures. Ils avaient des températures importantes. Du coup, on sait quand c'est dans une température importante, le vieillissement est plus rapide. On sait mesurer de combien il est plus rapide et donc, du coup, à quelle vitesse on l'accélère. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça qui permettent de le dire. Mais après, il y a des gens qui utilisent des LTO depuis longtemps sans souci et qui donc, du coup, attestent de leur durée de vie. Ouais, Christophe, tu hoches de la tête. Non, j'abonde dans ce sens. D'accord, ok. Ok, très bien. Et alors, les LTO, alors oui, ça veut dire quoi? Tiens, alors attendez, tu as le premier sur le chat qui me dit ce que ça veut dire LTO. Je lui offre un petit goodies en cuir du monde de Dayo. Un petit porte-clés en cuir. Voilà. LTO, ça veut dire quoi, les gars? Moi, je sais, mais il faut être rapide. Hein. Allez, on répond. Tic-tac. Allez, on va même mettre une petite musique pour savoir qui va répondre. Allez. Linear Tape Jack perdu. Voilà, c'est Fabien Thury qui a gagné. Bravo. Bravo, c'est ça. C'est ça. Pourquoi ma musique, elle marche pas? Tiens, c'est bizarre. C'est pas grave. Si, on l'entend. Ah, vous l'entendez? Pourquoi moi je l'entends pas alors? Ok, il y a encore une musique qui tourne là? Oui. D'accord, attends, c'est quiz. Un petit peu, oui. D'accord. Ah si, je sais pourquoi. Excusez-moi, je ne l'ai pas routé. Alors, pas problème technique, petit ajustement technique pour que voilà. Voilà, là c'est bon. Pour que tout le monde entende la petite musique, je l'ai un peu loupé, c'est pas grave. Oui, parce qu'il va y avoir tout à l'heure, je vous le dis, messieurs, je ne vous ai pas parlé, mais dans le monde de Dayo, mes invités ont droit à un quiz. Un quiz, vous avez deux choix, vous dites sans réfléchir votre choix. Voilà. C'est un peu comme, je sais pas, on va dire,
je sais pas, jambon ou poisson, et tu me dis ce que tu préfères. Mais bon, là, on sera dans la thématique hein, quand même. On va rester, c'est pas une question de piège. On va rester quand même dans l'univers. C'est ça, Burger Quiz, exactement. Oh, ça pourrait être marrant, un Burger Quiz dans l'IT, ça pourrait être drôle. Je vois que Pascal, ça le fait marrer. Alors, allons un petit peu sur le chat et voyons ce que ça nous dit. Donc, on a répondu à la question d'Eric. Quelle durée de vie d'une cartouche LTO? On peut supposer que l'environnement de stockage a énormément d'importance. Température, hydrométrique, comme vient de le citer Yves. On est d'accord. Donc, oui, Itsuki, tu noteras d'ailleurs et tu contactes, s'il te plaît, qui c'est qui a gagné? Voilà, c'est Fabien Thury, voilà, à qui on enverra en tout cas un petit goodies du monde de Daio. Donc, si tu peux le contacter sur le chat pour avoir ses coordonnées, je lui enverrai un petit cadeau. Merci pour ta réponse. Alors, Charou demande quel est le coût de ce système pour la i3. Alors là, on s'adresse à toi, Pascal. Un prix moyen, parce que les prix publics dans l'IT, ça veut rien dire. Enfin, moi, je trouve que ça veut rien dire, parce qu'il y a des grosses remises en face. Mais en gros, c'est quoi le coût moyen d'une librairie? Alors, je vais repartager cet écran-là, qui est là. Voilà, on va parler de cette librairie que vous voyez là, la i3, a priori. Qui peut ça, c'est stocker la première librairie. Ça va dépendre du nombre de lecteurs, surtout. Hein. C'est les lecteurs qui coûtent cher dans la librairie. Et donc de la génération des lecteurs. On s'y reste une enveloppe, allez, une fourchette. Allez, on va dire avec 2 lecteurs, la première librairie, ça va être, je pense, autour de 15 000. Je m'occupe pas des prix, hein, je m'occupe plus de la partie technique, hein, mais je pense que c'est aux alentours des 15 000 euros. Ok, bon, je partage ton point de vue, je connais les tarifs, mais je préfère que tu me le confirmes, mais moi, effectivement, c'est bien ça, hein, une librairie. Et quel intérêt, alors, parce qu'il existe aussi, alors attendez, je vais essayer de vous le trouver, il existe aussi, vous connaissez peut-être Yves et Christophe aussi, tu connais aussi des petits lecteurs autonomes que tu peux mettre sur... t'es pas obligé d'avoir une librairie. Des lecteurs autonomes, ouais. Des lecteurs LT autonomes. Tout à fait, quoi. Lecteurs de bureau. Voilà, c'est quoi l'intérêt, Christophe, d'une librairie par rapport à un lecteur LTO? Alors, seul, voilà. Le gros avantage, c'est que la librairie permet de changer les cassettes toute seule, quoi. Donc, tandis que lorsqu'on a un lecteur simple, et si on a plus de données que ne peut en contenir le support, la bande LTO, à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait quelqu'un pour changer la cassette, quoi. D'accord. Et donc voilà, en fait, il faut vraiment bien calibrer le système, parce que par expérience, quand les gens disent oui, mais il y aura toujours quelqu'un pour sortir la bande et puis en mettre une nouvelle, en fait, franchement, ça marche jamais, parce que la personne est malade, parce qu'elle peut prendre des vacances, et c'est quand même un petit peu ennuyeux dans un type dans un processus de sécurisation des données, parce que malheureusement, c'est toujours quand la personne n'était pas là ou quand la cassette n'a pas été changée que en fait il s'avère que vraiment on a besoin de restaurer, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que le lecteur LTO va s'adresser peut-être à des personnes indépendantes, un photographe, quelqu'un qui fait de la vidéo, et puis quand il rentre de son voyage, voilà, donc il va tout décharger en fait sur bande pour sécuriser. Maintenant, pour une société, donc il va avoir un petit peu plus de données à gérer. À ce moment-là, faut passer à la librairie, quoi. C'est-à-dire que prendre un lecteur simple par souci d'économie, franchement, c'est un mauvais calcul, c'est ça, c'est une fausse bonne idée. L'expérience que j'ai, c'est pas une bonne option. D'accord. Yves, t'avais l'air de te marrer, il y avait quelque chose que tu voulais dire? Ouais, j'ai une petite anecdote. Alors, c'est pas du tout lié aux bandes, mais c'est pour dire que quand on fait un changement manuel, il peut toujours se passer des choses quand les gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. C'est que ça remonte à il y a très très longtemps, où j'avais un copain qui avait une boutique d'informatique et je lui donnais un coup de main. J'étais étudiant, je lui donnais un coup de main, me payant matériel, donc ça m'arrangeait beaucoup. Et je faisais la clôture du magasin, je faisais la clôture du logiciel qui gérait les stocks, etc. Et il me demandait d'insérer la première disquette pour sauvegarder la journée, puis la deuxième disquette, puis la troisième disquette. Et il y avait un autre commerçant qui était là ce jour-là. Et quand il me demande d'insérer la deuxième disquette, donc moi je l'étiquette, hop, je prends une nouvelle disquette, je mets la deuxième disquette, et il me tape sur l'épaule, il me dit « Ah, mais moi j'ai le même logiciel chez moi. Si on remet la première, ça marche quand même. » Ok, d'accord. Grand moment de solitude, là, alors. Donc, mais
Voilà, en fait, au moment de la sauvegarde, ça marche, mais si on a besoin de faire une restauration, ça marche pas. Mais mine de rien, quand on a un lecteur de bande, c'est une erreur qu'on peut faire. Il suffit qu'on soit dérangé pendant qu'on fasse l'opération. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui vont regarder si la bande elle est déjà utilisée ou pas, sans doute. Mais c'est facile de remettre la première bande quand on doit passer à la deuxième, parce qu'on a été dérangé à ce moment-là, parce que on a la tête, parce qu'on fait des erreurs, quoi. Et donc, du coup, effectivement, ça peut être très dangereux dans cette situation. D'accord. Ok. D'accord. Alors, il y a Manon qui nous fait des trucs rigolos sur le chat, je vous les lis quand même. Il nous fait, il y a 4 mecs qui parlent de sauvegarde sur bande, on va pouvoir parler d'un boys band. Ok, ouais, tu peux sortir. C'est pas mais mal. voilà, mais Manon qui arrive avec ses blagues, ça c'est. C'est ça. Il va falloir que je rajoute une petite musique rigolote dans ces cas-là pour la blague du jour, mais je l'ai pas encore fait ce genre de choses. Pour Manon, j'ai rajouté une petite musique. Hein. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. En tout cas, sympa la communauté. Merci pour ceux de la communauté de Yorzian qui sont là parmi nous. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. En tout cas, moi, en tout cas, putain, le temps passe vite déjà. Wow. On va essayer d'avancer sur les sujets. Alors, attends, est-ce qu'il y avait des questions sur le chat? Un goodie, le monde Nodayo. Alors, non, il y a quelque chose à gagner ce soir. Je le redis pour ceux qui sont arrivés après. Je vais lancer le concours dans pas longtemps. Il y a une licence du logiciel Prestore de Archiware, justement, qu'on a parlé tout à l'heure. On en reparlera un tout petit peu après avec Christophe. Mais justement, pour gérer tous ces supports de stockage. Alors, on va finir par le cloud, quand même, on n'a pas parlé du cloud, mais effectivement, pour orchestrer toutes ces données entre l'archive, la synchro et le backup, effectivement, il faut des intelligences, des logiciels pour gérer ça, et effectivement, moi, j'ai voulu mettre à l'honneur ce soir Christophe et Archiware, puisque je le connais bien, et c'est vraiment, en tout cas, très utilisé dans le monde des médias, mais pas que. Donc voilà, je vous invite, et Itsuki, tu peux nous remettre sur le lien, en tout cas, voilà, le lien du logiciel Archiware, vous pourrez trouver assez facilement. Petite question, tiens, pour toi, Pascal. Les conditions de stockage d'une bande LTO, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ? Il y a ce qu'on appelle des best practices, des white papers qui indiquent tout ça, mais bon, il y a des règles de température, d'hydrométrie, mais lorsqu'on est dans un data center, en principe, tout est bien préparé, je dirais. Après, si on veut les externaliser, il faut des coffres unifugés, bien sûr. Voilà. Quand tu parles d'incendie qui pourrait arriver dans un data center qu'on ne citera pas ce soir, mais que tout le monde a entendu parler. Oui, absolument. Ça fait marrer Yves aussi. Ça brûle voilà, les data centers, faut le savoir. Il faut prendre des extincteurs plutôt à base de gaz, plutôt qu'à base d'eau. Hein, voilà, il y a un feu dans le data center. Mais bon, ça c'est la logique, je dirais. Voilà, je dirais les principales précautions à prendre, quoi. Éviter de faire tomber les cartouches aussi, parce que c'est quand même relativement fragile. Hein, mais c'est pas comme un disque dur quand même, c'est de la bande là-dedans quand même. Moins qu'un disque dur, bien sûr. Mais enfin, si on casse l'enveloppe de la bande, après, on va avoir quelques problèmes pour la relire. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on a des boîtes en plastique. Elles sont costauds quand même. Hein. Oui, c'est costaud. Elles sont costauds. Moi, je fais des démos avec du LTO4 pour montrer que c'est costaud. J'ai une cartouche que je trimballe pour faire des démos, je ne l'ai jamais cassée. Hein, et puis, elle en a fait des vols planés. Très bien. Très bien. C'est costaud, hein, c'est costaud. Tiens, dans la LTO, alors on n'a pas parlé d'un aspect. Attends, je regarde s'il y a encore des questions. Burning Archive à Service B. Ok, on continue à avoir des blagounettes de Manon sur le chat. Oui, on n'a pas parlé de format d'écriture, de format de, je sais pas, de fichier. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'il y a un système de fichier dans une bande LTO? Et si oui, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est propriétaire? Là, je m'adresse à toi, Christophe. Alors, on peut avoir tout type de formatage au niveau des bandes. Pour parler de P5, puisque c'est la solution que l'on maîtrise. Donc on supporte deux types de formats. En fait, il y a le format propriétaire d'Archiware. Et puis qui est le format qui avait été développé à l'origine. L'avantage, c'était de pouvoir bénéficier de certaines fonctionnalités, comme par exemple ce qu'ils appellent le positionnement direct, donc c'est-à-dire de pouvoir avoir se placer directement au niveau de la bande
pour effectuer une restauration de données, donc ça c'est un gain de temps. Pouvoir écrire, en fait, multiplexer donc l'écriture des bandes. Donc alors c'est quoi multiplexer c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire qu'on va écrire en fait simultanément, donc on va avoir un flux de données qui va être réparti en fait sur plusieurs lecteurs. Ah bon, comme un disque dur, on stripe, enfin on fait un RAID avec des disques durs, on fait un peu la même chose avec des lecteurs. Quoi. En Tout à fait, ouais. Donc c'était pour augmenter donc les vitesses d'écriture. Alors maintenant, donc, compte tenu des performances qui sont atteintes par les lecteurs LTO, c'est un peu moins usité, mais donc bon. Voilà, attends, tout à l'heure, il y a quand même Pascal qui nous annonçait en LTO 12 des 300 Tera, c'est ça, Pascal, ou j'ai rêvé? Ouais. Alors ça, on parle de capacité, là, je parle de vitesse d'écriture. D'accord. Parce qu'il va falloir que la vitesse elle suive derrière, parce que 300 Tera, putain, il va falloir les écrire hein, sur une cartouche. Déjà 12 Tera, c'est pas forcément rapide. Sur le LTO 9, on est à 400 mégaoctets secondes. 400 mégaoctets secondes, ouais. Donc je sais pas si sur le chat, hein, si ça vous parle, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de pas les louper. Mais ok, ouais. Donc 400 mégaoctets par seconde, ouais c'est ça. Mais bon, alors attendez, oui. Alors je reviens sur cette histoire de format propriétaire. Il y a le deuxième format qui est le plus ouvert. Voilà, en fait, on avait le format propriétaire avec certaines fonctionnalités, et puis donc un peu plus récemment, donc Archiware a intégré donc le format LTFS. Le format LTFS, alors le gros avantage du LTFS, c'est que lorsqu'une cartouche a été écrite en LTFS, par P5 par exemple, et qu'elle est sortie de la partie P5, ensuite quelqu'un va pouvoir avoir accès aux données sur cette bande, même si en fait il n'est pas utilisateur du logiciel P5. Donc là, en fait, il suffit qu'il ait le pilote LTFS quoi, sur son lecteur simple ou dans sa librairie pour qu'il puisse avoir accès aux données. Et ensuite, elles vont se présenter comme sur un disque. C'est-à-dire, on ouvre un dossier dans lequel donc on va visualiser donc le contenu de la bande. D'accord, ouais, sauf qu'on n'a pas l'accès instantané. Il va falloir, comme tu dis, il faut que vous imaginez. L'accès instantané, il faut que ça déroule, que la tête de lecture se trouve sur la bande qui est très très longue. D'ailleurs, ça fait combien de mètres une bande LTO, Pascal? Est-ce que tu sais? Je pose des questions pièges, tu vas m'en vouloir, mais tu n'avais peut-être pas préparé ton sujet. Mais combien ça mesure de longueur une bande LTO? Joker. Allez, tu as 2 minutes pour répondre. J'ai mis la musique. Je crois avoir la réponse. Ah, vas-y, allez, à toi Yves. Je crois que c'est de l'ordre d'1 kilomètre à peu près dans les LTO 9, LTO 8 ou LTO 9, de l'ordre d'1 kilomètre. 1 kilomètre dans une cartouche à peu près comme ça, les gars. Punaise. Il y a la réponse sur Wikipédia. Je suis... Dans ma formation d'aujourd'hui, j'ai parlé de la sauvegarde, j'ai parlé du LTO et je crois que dans Wikipédia, il y a la réponse parce que je suis tombé sur la page tout à l'heure, hein, donc tout simplement. D'accord. Je vois Boubou du 40 qui dit la règle 3, 2, 1, 1. On en a parlé, oui, tout à l'heure. Pascal nous en a parlé de cette fameuse règle, je crois. C'est ça. Et il y a Alexis Gossa qui nous dit 600 à 960 mètres suivant le modèle. Oui, bah oui, c'est ça, parce que j'imagine que... Alors c'est bien ça, Pascal, sur les techno LTO, on a globalement à la fois peut-être la longueur de la bande, mais aussi la finesse d'écriture avec la tête d'écriture sur la bande. Ça cumule deux choses pour augmenter les capacités, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur le LTO 9, il y a une densité qui est beaucoup plus importante que sur le LTO 8, qui apporte quelques contraintes d'ailleurs. Donc une phase d'initialisation qui est indispensable sur le LTO 9, qui ne l'était pas sur les anciennes générations. Voilà. Donc qui peut prendre de 10 minutes à plusieurs heures suivant les paramètres d'environnement du data center. Voilà. Okay. Donc c'est une phase qui est relativement contraignante, mais qui est indispensable. Okay. Et Pascal, pardon, quoi, mais il faut le refaire à chaque écriture, à chaque opération de... Non, c'est une seule fois, c'est la phase d'initialisation. C'est comme un formatage disque quelque part. Hein, on peut... Quand on allume le lecteur, quand le lecteur est sous tension. Exactement, il y a cette phase d'initialisation. C'est une sorte de calibrage, quoi, c'est ça. C'est une sorte d'étalonnage, hein. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, donc lors d'un redémarrage du dispositif, toujours, il va passer par cette phase d'alignement des têtes. Non, le média sera initialisé une seule fois, et puis après, il peut être utilisé autant de fois que l'on veut. Donc, même parfois nécessaire de réeffectuer cette opération de réalignement. Non, une seule fois.
une seule opération nécessaire. D'accord. Alors, bien sûr, on continue, on va revenir. Alors, on a parlé des disques durs, donc les disques durs, enfin, on en a parlé brièvement. Vous pouvez archiver, backuper vos données sur soit un disque dur dans un petit dock USB, comme je l'ai vu dans de nombreuses sociétés, avec des grosses étagères, avec des dizaines, voire centaines de disques durs. Est-ce que vous, sur le chat, vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vu ça dans des boîtes et ça me fait peur, en fait, de voir ça. Parce que c'est lourd. Les deux disques durs, on dit ouais, j'ai fait une copie sur 2 disques, t'as vu? Ouais, mais ils sont au même endroit sur ton étagère, tes 2 disques. Bah ouais, mais je l'ai fait 2 fois. Bon, ce genre de choses-là, moi je l'ai vu. Dites-moi si vous l'avez vu aussi sur le chat parce que c'est affligeant. Et surtout quand vous mettez quand vous calculez le coût du disque dur finalement, et le mec il se rend pas compte, il achète 15, 20, 30, 40 disques durs par mois sur 5 ans. Il a, à mon avis, acheté certainement 3 à 4 i3 avec 5 licences Prestore et un serveur Dell ou ce que tu veux qui va avec. Donc les gens ne se rendent pas compte en fait de ce problème en fait. Ouais, Sébastien, je pense qu'il y a plus un problème de fiabilité, quoi, parce qu'un disque non utilisé sur une étagère, je suis pas sûr que au bout d'un certain temps, en fait, ça puisse repartir, quoi. Donc, ouais, mais là tu parles de les gens des croyances aussi, hein, Yves. Les gens, toi qui fais souvent de la formation, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances qui sont dures à combattre dans cet univers impitoyable? Avant de parler d'une croyance, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à une anecdote que j'ai vécue, quoi, qui est avec un mec avec qui j'ai travaillé, qui avait sauvegardé toutes ses données de son ordinateur sur le disque amovible qu'il avait à côté, en prenant tout le monde dehors, en disant, moi je fais des backups, tout va bien. Et le week-end du 15 août, on s'est fait cambrioler. Alors, bien qu'il y ait marqué backup sur le disque dur, les cambrioleurs ont laissé le disque pour laisser les backups, évidemment. Évidemment que non. Évidemment que non, quoi. Donc, d'accord. La sauvegarde, c'est plus compliqué que ça. Alors, dans les croyances, qu'est-ce que j'ai pu voir, la première croyance à laquelle je suis confronté quand je donne mes formations, quand je parle justement de sauvegarde, d'archivage, c'est que les lecteurs de bande, c'est quelque chose de totalement dépassé, qui est extrêmement lent et qui a une toute petite capacité. Parce qu'en fait, les gens sont restés, notamment si c'est des personnes d'un certain âge, sont restés à des capacités, des technologies de disque qui étaient appelées les kicks, qui étaient appelées des trucs comme ça, qui étaient relativement faibles en termes de taille, sans savoir qu'aujourd'hui, en LTO, ou le DLT, ou avec le LTO, qu'on arrive à des capacités énormes. Donc ça, c'est un premier truc, c'est que la bande s'est dépassée parce que c'est lent, parce que c'est pas fiable, parce que c'est très complexe à manipuler. Aujourd'hui, ça se fait tout seul, que ce soit clair. Et également que les disques durs, le disque dur, une fois que je l'ai rangé, je suis tranquille, je vais retrouver ma donnée plus tard. Alors qu'un disque dur, s'il est gardé longtemps sans fonctionner, rien ne garantit que les moteurs électriques qui sont dessus vont redémarrer. On est d'accord. C'est le genre de trucs que j'entends souvent. Tiens, il y a le point sur le chat qui nous dit oui, j'ai déjà vu ce genre d'étagère, environ 250 disques durs. Tu vois, ouais, je suis content que sur le chat vous ayez assisté à ce genre de choses là. Voilà, enfin, je suis content pour les fabricants de disques durs, mais en même temps, putain, c'est un peu fou. Ouais. Ok. Alors, on va parler du dernier support de stockage qui, à mon avis, va combiner de la bande et du disque. C'est le fameux cloud. Lequel de vous trois veut nous parler du support dit cloud entre guillemets? Faut que je désigne quelqu'un, c'est ça? Tic tac, tic tac, tic tac. Allez, Christophe, au hasard. En fait, moi, je ne connais qu'une petite partie en fait du cloud. En fait, la partie que l'on utilise dans P5, c'est du stockage objet. Donc, c'est pas en fait une structure hiérarchique telle qu'on la connaît en fait dans nos environnements d'ordinateur. Donc, c'est quelque chose en fait qui est exploité par P5. Alors c'est transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire que en fait comme pour les bandes, les données sont envoyées en fait sur bande. Donc là en fait en l'occurrence c'est envoyé donc à travers donc le réseau, à travers Internet, donc dans la partie cloud, mais on bénéficie en fait du même niveau de fonctionnalité. Donc naturellement on peut sauvegarder, on peut aussi ça c'est pour les données en cours de traitement. Donc une fois que les jobs sont terminés, on va pouvoir également donc archiver les données. Donc ça c'est supporté pour la sauvegarde, pour l'archivage. Et puis on a même une autre fonctionnalité qui est un petit peu plus spécifique, ce qu'on appelle le disaster recovery.
Le disaster recovery dans la partie P5, c'est quoi? En fait, c'est la possibilité en fait de récupérer entièrement sa configuration. Donc à partir d'un des derniers médias qui a été utilisé. Donc auparavant en fait c'était de la bande et maintenant ça fonctionne également avec le cloud, quoi. Alors c'est assez c'est bien pratique parce que par exemple au niveau du cloud, souvent les fournisseurs de cloud, alors on en a en France, hein, il y a OVH, donc il y a aussi Scaleway, donc qui est la filiale de Free. Alors ça, ce sont des fournisseurs de cloud qui proposent en fait le stockage de type S3. Donc c'est ce que après je il y montre a là, Amazon S3. on Voilà, en pour ceux connaît qui connaissent d'autres, pas. hein, les plus connus. Donc on va retrouver donc Amazon bien sûr. Donc il va y avoir Google également. Et puis Et il y a celui-là ensuite, aussi, Wasabi. Vous connaissez Wasabi? Wasabi et puis Backblaze. Alors chez Scaleway par exemple, ils proposent une petite quantité de stockage qui est gratuite. Je crois que c'est 75 gigas. Mais par exemple avec 75 gigas, on peut tout à fait, ça suffit largement pour sauvegarder en fait une config P5, quoi. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. D'avoir un petit compte chez Scaleway pour pouvoir sauvegarder ça ou ces configurations de P5. Donc, voilà. Donc, voilà, en fait, ce qui concerne. Alors, l'intérêt, c'est que c'est super, en fait, facile à mettre en place. C'est-à-dire qu'on a besoin, en fait, d'aucun matériel. On peut grâce au cloud mettre en place un système de sauvegarde ou d'archivage, même évolué, hein, pour quelle que soit en fait la capacité. Donc bon, naturellement après il y a quand même un paramètre sur lequel il faut être vigilant, c'est la bande passante dont on dispose, hein, pour envoyer les données. Mais donc avec juste en fait tout va pouvoir être effectué sans aucun matériel. Donc on pourra même aller plus loin, c'est-à-dire que utiliser pour une machine, par exemple, hébergée chez Amazon ou chez Info, des machines en location, ça existe, hein, des serveurs. On peut louer un serveur, donc sur lequel installer P5. Alors d'ailleurs, P5 est fourni sur une instance de chez Amazon que l'on peut trouver et directement prendre en charge la sécurisation de toutes les données ou prendre en charge en fait l'archivage des données. Donc il n'y a pas de limitation, hein, quant à la volumétrie. Bon, après c'est un problème de coût. C'est ça. Ouais, il y a toujours des histoires de pépettes derrière. Pour donner un ordre de grandeur, je crois que chez Scaleway, on est à peu près à pour 1 teraoctet, on doit être entre 5 et 10 euros. Je sais plus exactement, quoi. Par mois, c'est ça, hein. Par mois. Par mois. Tout à fait, par mois. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, parce que alors je vous montre, on est sur Wasabi notamment. Alors attendez, il est où le Wasabi Wasabi, je crois que c'est 5 dollars par Tera. Par mois. Ouais, attendez, je vous montre, on va basculer sur cet écran-là. Je crois qu'on a les tarifs directement. Hein. Hop, on va y aller. Tarif, c'est où? Toc, 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 c'est où? Je sais même pas, tiens d'ailleurs. Tester, lire la suite, prix. Non, on peut pas avoir un tarif. Bon, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. 73... Attends, c'est quoi? Comparaison des prix. Ouais, eux, ils disent qu'ils sont beaucoup moins chers que les autres, ce qui est pas faux, ceci dit. Mais alors, attends, c'est quoi la capacité, là? Mais je crois que c'est ça, c'est de l'ordre de 60... Ouais, alors en termes de prix, il y a différents modèles, différents business models aussi, hein, parce que moi j'ai pas imprimé quand tu as posé la question, mais moi je suis client d'une solution de sauvegarde cloud qui était citée par Christophe, qui est Backblaze, où il ne facture pas à la quantité, mais au nombre d'ordinateurs qui sont sauvegardés. Typiquement, c'est l'ordinateur sur lequel il y a mes vidéos, sur lequel je fais mon montage vidéo. Et là, c'est vraiment au nombre d'ordinateurs et au final, ça coûte assez peu cher. Je crois que c'est de l'ordre de 5 dollars par mois. Et j'ai de sauvegarder là-bas, je dois avoir pas loin d'une dizaine de teraoctets. Alors, c'est au niveau poste de travail, c'est pas au niveau serveur. Mais alors, le gros avantage, c'est que ça fonctionne très bien. Il y a quand même quelques questions à se poser qui sont à partir du moment où on utilise un fournisseur de cloud. Où se trouvent mes données et qui potentiellement peut avoir accès à mes données. Quand il s'agit d'une société américaine, il ne faut pas oublier que derrière, les services américains peuvent accéder aux données. Ouais, alors ça, c'est un autre sujet. Bon.
Ouais. Voilà, ça nous sujet, mais c'est une question à se poser. Quand on va parler de sauvegarde, c'est quand même une question à se poser. Oui. Parce que la sauvegarde peut contenir des données personnelles, les données personnelles sont soumises au RGPD, donc il y a des questions à se poser quand même de ce côté-là. Ouais, une réflexion à avoir de ce côté-là. Ça pourrait être la thématique d'une autre émission, parce que c'est vrai que sur la confidentialité, est-ce que le cloud, c'est sûr, parce qu'on a quand même vu dans la presse des clouds, je sais pas si Dropbox, c'est pas Apple aussi qui s'est fait pirater des comptes iCloud de célébrités justement, ou des choses comme ça. Enfin, c'est difficile, hein, la cybercriminalité, elle tape partout, mais comme tu le dis, et en plus, où sont stockées les datas quelque part? Est-ce qu'elles sont en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine? On ne sait pas. Ça, c'est un peu le problème. Parce que, alors, est-ce qu'il n'existe pas deux types de cloud? Est-ce qu'il y a des clouds comme ça obscurs, et est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des clouds privés aussi? C'est quoi un cloud privé? Je vois Pascal qui a peut-être. Vas-y. Parole à Pascal. Vas-y, tu voulais prendre la parole? Bon, ok. Yves. Oui, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient parties dans le cloud et qui reviennent sur un modèle plus hybride. On parle de cloud hybride, c'est-à-dire que l'on va mettre les données dans un cloud privé et certaines données dans un cloud public. Okay. Parce que parfois, suivant le type de données et les contrats que l'on a dans les clouds, il y a des coûts cachés, c'est des coûts de restitution, de récupération des données au bout d'un certain temps, donc qui sont non négligeables. Donc certaines entreprises ont souhaité plutôt avoir un modèle et récupérer les données et créer leur propre cloud. Donc, ils créent comment leur propre cloud? En utilisant une technologie de stockage objet, tout simplement. Alors nous, on a notre propre solution, il y a d'autres solutions sur le marché, donc qui est basé sur le protocole S3, qui est le même protocole utilisé chez Amazon, d'accord? Donc, il va permettre de stocker les données en mode objet, dans ce qu'on appelle des buckets, des gros paniers. Le gros intérêt du stockage objet, c'est d'avoir un espèce d'énorme entrepôt de données dans lequel on va positionner ces données avec énormément d'informations autour de la donnée. Beaucoup d'informations dans ce qu'on appelle les métadonnées. Ouais. D'accord, voilà. C'est quoi, ça permet de hyper sécuriser les datas dans un environnement, c'est ça? Non, ce qui va permettre de rechercher parmi des centaines de millions de fichiers, de lancer des recherches multicritères, etc. Donc, oui, parce que là, on a peut-être une limite aussi sur le nombre de fichiers dans un système de fichiers. Et ça, je pense que Yves, c'est un sujet que tu connais bien, non? Alors que je connais bien, non, parce que j'ai pas vraiment. On a une limite. On va avoir des limites de fichiers, effectivement, dans un système de fichiers qui sont souvent réglables en fonction du type de système de fichiers. On va pouvoir le paramétrer lors de la création du système de fichiers. Là, ça va plus être une problématique qui va pas être du côté du nombre d'eux, mais du retrouver l'information. Ah oui, d'accord. C'est plus ce genre de problématique-là qu'on va avoir. Quand tu vas avoir un bucket dans lequel tu vas avoir quelques dizaines de millions de fichiers, et puis que toi, tu as un fichier à restaurer, ça va être compliqué de le retrouver, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut ce type de stockage objet, c'est bien compris ce que tu dis, Pascal, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'intérêt de cette techno-là. D'accord, ok, d'accord, voilà, j'ai bien compris. C'est absolument ça. Okay. Voilà. Et puis en termes de protection sur l'objet, on a des algorithmes qui s'appellent des algorithmes d'erasure coding, c'est-à-dire c'est un peu différent. Allez, détail, t'as dit un gros mot là. Attention. Non, c'est le mode de protection qui est utilisé dans le stockage objet. Donc vous connaissez peut-être le RAID pour les protections sur le disque. Là, c'est vraiment le mode de protection utilisé dans le stockage objet. L'idée est un peu similaire, si ce n'est que l'on va découper les données en tronçons et on va associer des formules mathématiques à ces tronçons. C'est ce qu'on pourrait appeler la parité. Mais on va pouvoir éclater ces données sur beaucoup plus d'endroits que sur un RAID traditionnel. D'accord. Et ces données ne sont pas forcément positionnées sur un seul et même disque, un seul et même nœud, un seul même serveur. Ça peut être positionné sur plusieurs sites aussi, éclaté sur plusieurs sites. D'accord. Donc on peut avoir des données comme ça qui sont éclatées sur plusieurs sites, et en cas de problème sur un site, on peut reconstruire à partir de ces formules mathématiques les données directement. Voilà. Petite question du chat. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, c'est le principe du stockage objet. Et on le voit de plus en plus pour les très grosses volumétries. Voilà. Ok, je comprends. C'est une fiabilité incroyable. Ouais, ok. Absolument.
Voilà ça. Question du chat. Structurellement, donc c'est Enyota 1988. Structurellement, est-ce que le stockage objet fonctionne de la même manière? L'espace de nom DFS de Windows. Alors, attendez, je relis la question. Structurellement, est-ce que le stockage objet fonctionne de la même manière que l'espace nom de DFS Je crois de que Windows? c'est ce qui vient d'être expliqué. C'est un petit peu ça l'idée. D'accord. Dans le principe général. Ouais. Je ne connais pas bien DFS, mais une arborescence logique, mais répartie physiquement sur plusieurs serveurs. C'est cette idée-là, d'une façon générale, qui est effectivement utilisée, comme ça vient d'être décrit. Ok. Alors, messieurs, il est le temps d'ouvrir le concours, en tout cas pour en tout cas ceux qui souhaitent participer, je vais ouvrir le concours pour gagner. Alors, je vais vous présenter quand même ce que je vous fais gagner. On va retourner ici sur cette page-là avec Christophe, puisque c'est Christophe et notamment le distributeur de la société PCR. Alors, attends, il faut que je revienne sur la bonne page. Hop, voilà. Je vous fais gagner, enfin nous vous faisons le monde de Dayo et son partenaire de la soirée Archiware vous fait gagner, elle est où la page? Je l'ai vue la dernière fois, elle est là, voilà. Nous vous faisons gagner cette licence du P5 Desktop Edition, donc globalement c'est un bundle d'une valeur de 1440 €, donc je fais un petit peu mon téléachat, voilà, avec la licence qui permet globalement de gérer ses archives et ses backups avec en tout cas un lecteur LTO, ou peut-être du disque aussi, Christophe, c'est ça? On peut faire que du LTO là-dessus ou du disque aussi? Alors, ouais, c'est pas indiqué là, mais effectivement, on peut faire du disque. Ouais. Pour avoir essayé, par exemple, du disque amovible. Donc, ça marche aussi, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous fait gagner ce soir en tout cas. Et je vais lancer le concours. Alors, attendez juste 2 secondes pour moi, le temps de le lancer sur le machin. C'est où? Giveaway, custom. Le voilà, c'est parti. Donc normalement vous allez voir un petit message affiché sur le chat. Il vous suffit de taper point d'exclamation Archiware, voilà, et vous allez avoir un ticket. Et il y aura tirage au sort voilà, dans quelques dizaines de minutes à la fin de cette émission. Donc en tout cas, voilà, si vous souhaitez effectivement gagner ce logiciel. Voilà. Et alors oui, je précise aussi, ceux qui sont abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au Monde de Dayo, puisque vous savez que ça nous fait toujours plaisir, si vous aimez en tout cas ce que l'on fait et notre émission, voilà, sur Twitch, c'est un peu le business model. N'hésitez pas à vous abonner, vous contribuer, et nous, on voit qu'en tout cas, ça vous fait plaisir ce que l'on fait. N'est-ce pas, monsieur Yves? Un sujet que tu connais bien. Voilà. Allez, on continue. Donc ça, on va faire la troisième partie. C'est parti. Alors, on va parler maintenant sur la troisième partie. Globalement, on a... Alors, je résume. On a parlé de la différence entre le backup, l'archive, ok. Donc, sauvegarder ses données en cours de production ou une fois qu'on a terminé ses productions, ça sert à rien d'encombrer son ordinateur portable, sa station de travail, on met ça sur un stockage où plus tard, au cas où, on pourra retrouver les données. Ensuite, on a parlé des 3 types de stockage, le disque dur, la LTO et le cloud qui peut combiner ces 2 technos, disque dur et LTO. Maintenant, l'idée, c'est de parler un petit peu de quelle stratégie, est-ce qu'il y a une meilleure stratégie que les autres pour gérer ces sauvegardes. Donc, qui veut commencer à nous parler de ça? Est-ce qu'on peut, je sais pas messieurs, est-ce qu'on prend un exemple concret? Voilà, comment on peut aborder ça? C'est pas évident, hein. Yves, peut-être que je sens que je te sens chaud. Je voudrais commencer par un truc. Ouais, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de sauvegarde, mais il y a un élément qui est absolument critique et fondamental dans la sauvegarde et qu'il faut tout de suite prendre en compte dès le départ, c'est la restauration. C'est-à-dire que j'ai énormément vu de gens faire des sauvegardes et se poser la question du comment est-ce qu'on restaure les données le jour où ils ont besoin de les restaurer. Et donc, du coup, en fait, ils savent même pas si leurs sauvegardes sont fonctionnelles. Donc, pour moi, c'est un des premiers points à faire, c'est comment gérer sa sauvegarde déjà. C'est gérer la restauration, c'est apprendre à faire des restaurations et c'est ne pas attendre le dernier moment pour pouvoir définir une procédure claire et simple pour pouvoir faire ces restaurations. Okay. Alors après, je sais pas, quand on est dans le monde vraiment avec des gros robots, etc., est-ce que c'est pas déjà tout automatisé? Ça, je sais pas parce que c'est pas le monde que je connais le plus, mais dans le monde des petits serveurs et dans le monde des postes de travail, la restauration est souvent le oublié de la sauvegarde. Oui, je fais des sauvegardes. D'accord. Ouais. C'est un peu comme. Mais en fait, c'est la sauvegarde de Schrödinger parce qu'on ne sait pas si elle est fonctionnelle ou pas. On sait pas si oui, tiens, j'ai vu sur le chat tout à l'heure quelqu'un qui a parlé de ça, la sauvegarde de Schrödinger. Attends, c'est quoi? C'est un clin d'œil au chat de Schrödinger qui est enfermé dans une boîte et il est avec une fiole de poison. La fiole de poison est peut-être cassée ou pas. Le chat est peut-être mort ou pas. Donc, il est dans les états superposés, vivant et mort. Mais là, notre sauvegarde de Schrödinger, c'est quoi? C'est une sauvegarde qui est à la fois faite ou pas, parce que si ça se trouve, elle n'est pas fonctionnelle.
Et c'est arrivé, c'est pas que dans le grand public qu'on arrive et qu'on fait ça, c'est arrivé à plein de grandes entreprises d'avoir une évolution d'un logiciel. Je pense notamment à une boîte qui s'appelle GitLab, qui il y a quelques années a eu un gros problème de restauration de données de ses clients, qu'ils avaient fait une upgrade d'un serveur de base de données qui s'appelle Postgres vers une nouvelle version. Ils n'avaient pas upgradé le logiciel de sauvegarde, qui générait toujours des fichiers de sauvegarde, mais qui avait une taille de quelques dizaines de kilooctets et au final, qui ne sauvegardait rien du tout. Et vu que les fichiers existaient toujours, pour eux, la sauvegarde était faite. Et le jour où ils ont eu besoin de la réaliser, d'effectuer la restauration, ils n'avaient plus rien. Donc ça peut arriver, notamment quand il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, ça peut arriver même pour des boîtes importantes. Donc pour moi, là, on n'a pas du tout abordé le sujet de la restauration. C'est un élément critique de la durée de vie de la sauvegarde. Ouais, il y a Alexia sur le chat, il y a Alexia Gosset qui dit qu'il faut faire des crash tests. Est-ce que quelqu'un veut compléter ses propos, Christophe ou Pascal? Étant donné que la sauvegarde, c'est un processus qui s'effectue régulièrement, voire de façon quotidienne ou plusieurs fois même. La fréquence, c'est quoi? En règle générale, moi, j'aime bien, en fait, par exemple, effectuer une sauvegarde le midi pour sécuriser les données qui ont été traitées en matinée et puis le soir de l'après-midi. Après, il faut quand même surveiller que les opérations de sauvegarde s'effectuent correctement, parce qu'il n'y a rien de plus pénible de s'apercevoir lorsqu'il faut restaurer que, en fait, voilà, ça fait 3 mois que la nouvelle licence n'a pas été rentrée ou que pour je ne sais quelle raison, en fait, les sauvegardes n'ont pas fonctionné. Alors parce que alors bien sûr il y a des notifications par email et tout ça, mais bon, si personne ne les regarde, donc ça fait qu'on peut très bien se retrouver dans une situation compliquée. D'accord. Tiens, par exemple, l'un des systèmes les plus, pas je vais dire populaires, mais grand public, en tout cas pour ceux qui utilisent des environnements Apple comme moi, c'est Time Machine. Je pense que beaucoup de gens connaissent Time Machine. Et même aujourd'hui avec le cloud, je vois, moi j'ai un iPhone, j'ai un abonnement iCloud machin. Aujourd'hui, le téléphone se sauvegarde tout seul sur Internet, en tout cas. Donc si on me pique mon smartphone demain, j'en achète un autre, je reconnecte mon compte et je récupère tout aujourd'hui. Et tout ça se fait, je sais pas comment, mais ça se fait tout seul, en tout cas. Donc ça, c'est le côté un peu grand public. Après, le côté un peu plus professionnel, c'est effectivement d'autres stratégies. Alors, il y a Laurent Frépa qui dit « C'est pas simple pour réussir à faire des sauvegardes de façon correcte ». Pour répondre à ta question, je pense, Laurent, c'est qu'il faut aussi avoir les bons logiciels, les bonnes solutions. Alors, il y a plusieurs logiciels, des solutions de sauvegarde. Moi, aujourd'hui, je vous présente en tout cas Christophe et Archiveware que je connais bien. Et d'ailleurs, je vous le dis sur le chat, je ferai des prochaines vidéos où je ferai une espèce de tuto présentation du logiciel en lui-même, où je vous montrerai effectivement des stratégies de backup, des stratégies de synchronisation, puisque Christophe l'a évoqué tout à l'heure. La synchronisation, tu me dis si je me trompe, Christophe, mais pour moi, c'est le plus haut niveau de sécurité, mais hautement disponible en cas de crash. C'est-à-dire, tu as 2 serveurs qui sont en train de bosser, on fait une synchronisation, je ne sais pas, toutes les 10 minutes, admettons, des données du stockage A vers le stockage B. Et si le stockage A crash, on peut continuer à linker les fichiers sur le stockage B et continuer à travailler. Tout à fait, c'est le but, ouais. Donc, alors, sauf que c'est pas uniquement une simple, j'allais dire copie de données, hein, donc alors ça peut être effectué donc en local, mais aussi sur une machine distante, comme tu l'évoques ici. Là, sur la partie synchronisation, on a également une option de versionning. Alors l'option de versionning, c'est-à-dire que c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle version d'un fichier, donc à ce moment-là, au niveau du stockage cible, donc le fichier va pas être écrasé, mais on va le mettre de côté de façon à donc conserver l'ancienne version du fichier. Ouais. Et puis après, il y a alors oui et non parce que ça s'adresse plutôt, ça s'adresse en fait à des environnements. C'est un versionning grand public, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de me gourer de tracher un tableau Excel ou machin que j'aurais pas dû et de me reconnecter à mon Time Machine et de remonter dans le temps sur la version que je voulais pas écraser en fait. Pour imager Alors oui tout à fait Donc alors après donc la synchronisation, donc ça a aussi un avantage, c'est que comme
l'a indiqué Yves, quoi. En fait, c'est au niveau de la phase de restauration, puisque étant donné que les données en fait sont synchronisées telles quelles, donc elles vont être accessibles de l'autre côté sans passer par un processus de restauration, elles vont être accessibles directement. Donc ça c'est un avantage, mais par contre donc au niveau de la gestion des différentes versions de fichiers, ça sera moins moins fin, que par exemple une solution de sauvegarde sur lequel on peut avoir des antériorités de 30 jours, quoi. Donc là, ensuite, au niveau de la synchronisation, donc là j'ai parlé du versionning, on peut avoir aussi également autre chose, c'est la fonctionnalité de snapshot. Le snapshot, c'est en fait d'avoir en fait un instant T, donc une copie en fait du système en fait du stockage source. Donc, ouais. En fait, c'est deux fonctionnalités qui sont intégrées à P5 Synchronize. C'est ce qu'on trouve aussi souvent dans les stockages Synology, QNAP, ou est-ce que chez Quantum ça existe aussi la notion de snapshot? Oui, absolument. On a des. Pardon, vas-y. non, mais j'allais terminer, pardon. Alors effectivement, ça existe. Donc là, en fait, l'avantage avec P5, en fait, c'est que on va pouvoir synchroniser donc des environnements différents. Puisque tout à l'heure, en fait, j'ai indiqué que P5 fonctionne en fait sur les environnements les plus répandus actuellement, tels que donc Linux naturellement, Mac OS X, Windows, et aussi les systèmes. Donc c'est disponible également en fait sur les stores respectifs de QNAP et de Synology, et on va pouvoir en fait synchroniser entre ces différentes plateformes donc de la donnée. D'accord. Ok. Voilà. Pascal, tu voulais dire compléter? Oui, tu parlais donc de snapshot chez Quantum. Oui, on a bien sûr un système donc de snapshot. On les a sur nos appliances de sauvegarde dédupliquée. On n'a pas encore évoqué la sauvegarde dédupliquée. Oui, la déduplication. Donc, le principe de la sauvegarde dédupliquée. Le principe, c'est d'avoir un bloc unique de la donnée. D'accord ? Donc, c'est un algorithme qui va faire en sorte d'avoir des pointeurs sur les blocs de données qui sont uniques. D'accord ? Voilà. En général, les pointeurs, c'est ce qu'on appelle les métadonnées chez nous, sont positionnés sur du SSD, donc du stockage très rapide, pour accéder très rapidement. Et par contre, les données vont être sur du bloc disque. Voilà. Et donc, dans notre sauvegarde dédupliquée, on a un système de snapshot. Et on a en plus un système de snapshot sécurisé. Un secure snapshot. Voilà. Comme rempart contre les ransomware. C'est-à-dire que notre snapshot va être positionné dans une zone qui va être offline, donc déconnectée du réseau. On en parlait tout à l'heure. Le principe au niveau de la bande, nous on en a 3 niveaux dans la stratégie du 3-2-1. On l'a sur nos appliances de sauvegarde dédupliquées. On a sur les bandes, comme je le disais tout à l'heure, en créant un coffre-fort virtuel à l'intérieur de la bande, ou alors en externalisant les bandes. Et on l'a également sur notre stockage objet. Bon, là on va interdire, donc c'est ce qu'on appelle l'object lock. On lock l'objet pendant une certaine période de temps. Voilà. Donc c'est d'autres remparts contre les ransomware. Ok. Donc là, on a quand même dressé et balayé. Alors je vais peut-être vous donner un cas concret, et à la limite, on va voir qui peut me répondre là-dessus. Tiens, je vais donner un cas concret à Yves et voir quelle stratégie de sauvegarde tu mettras en place. Je suis une société de post-production, j'ai 3-4 machines de montage, un stockage centralisé sur lequel tout ça travaille gentiment. Qu'est-ce que tu me conseillerais de mettre en place? Alors c'est peut-être pas toi Yves qui est le mieux placé, mais je sais pas, je te demande, on sait jamais, je pense que tu as peut-être un avis. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme première stratégie pour sécuriser ton gros stockage sur lequel tu mets le film de ta vie, voilà, et pour éviter ransomware, incendie, dégâts des eaux, mauvaises intentions d'un salarié ou ex-salarié qui n'est pas resté, voilà, il y a plein de désastres différents. Exemple. Alors c'est clairement pas mon métier, hein. Donc ça nécessiterait une bonne réflexion de ma part. Je pense que je pourrais arriver sans doute avec quelques idées en y réfléchissant un petit peu plus, mais comme ça, à brut pour point, je sais pas trop sur quoi je simplifie. Alors tu sais qu'elle a, tu es Twitcher ou YouTuber, tu t'appelles Yorzian. Tu es sur Twitch et YouTube, et tu fais du contenu, et tu te dis, mince, c'est quoi chez toi, à ton domicile, qu'est-ce que tu mets comme stratégie de sauvegarde pour... Alors c'est rigolo parce que la stratégie, elle est en train d'être mise en place chez moi, c'est pas définitif pour le moment. Pour le moment, mes sauvegardes sont faites sur un cloud, c'est typiquement sur le cloud de Backblaze,
et en local sur un NAS. Mais ce que je suis en train de mettre en place, c'est que j'ai récupéré un petit robot de sauvegarde LTO 4, donc c'est pas aussi moderne que du LTO 8 ou du LTO 9, mais dedans je peux mettre 12 bandes, et du coup avoir une sauvegarde offline sur bande. C'est pas vraiment une sauvegarde, ça va plutôt être un archivage sur bande pour mes vidéos. D'accord. Voilà. C'est ça l'idée pour l'instant. Ouais. Christophe, tu veux... Sébastien ? Ouais. En fait, chez Archiveware, pour déterminer un peu les dispositifs et les solutions logicielles à mettre en place, en fait, ce qu'ils prennent en considération, en fait, c'est le temps dont on va disposer pour la restauration des données. Est-ce que ça va être une question d'heure, une question de jours ou de semaines ? Oui. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir déterminer quel va être le type de support, parce que bien sûr, si on stocke sur disque, la restauration va s'avérer, enfin l'accès, alors pas la restauration, mais l'accès aux données, en tout cas, sera plus rapide que sur une solution sur bande où, bien sûr, le robot, même si c'est rapide, hein, donc même si le LTO, tout à l'heure, on a parlé de vitesse, on était à 400 mégaoctets par seconde, mais en fait, là, par contre, le LTO, il va quand même falloir aller chercher la cassette dans le bon slot, ensuite la prendre, la charger dans le lecteur, et ensuite dérouler la bande jusqu'au bon endroit, et seulement à partir de là, on va pouvoir restaurer les données. Tandis que le disque, donc là, effectivement, on va pouvoir y accéder directement. Donc c'est le temps de restauration dont on dispose, en fait, qui peut donc influer sur la techno que l'on serait amené à utiliser. Alors, pour nous, en fait, vas-y, ouais. Ouais. Donc chez Archiveware, naturellement, on va dire bon voilà, si on a besoin de récupérer les données, donc on va conseiller par exemple de s'orienter vers de la synchro, donc sur du disque, qui pourrait être, et ça pourra être également utilisé pour de la reprise d'activité. Parce que naturellement, s'il faut restaurer donc complètement une capacité de données importante, ce sera toujours moins rapide que si on dispose donc à côté, donc sur un site ou un petit peu plus loin ou carrément en ligne, donc de cette en fait d'une copie des données qui ont été en fait qui sont inaccessibles. Donc ça, par exemple, donc on conseillerait, par exemple, pour une restauration un accès immédiat aux données, de passer sur la synchronisation. Ensuite, pour de la restauration, donc là effectivement, donc ce qui va dicter, est-ce que ça doit être rapide ou pas à ce moment-là, donc ça sera s'orienter sur une sauvegarde sur disque, sur bande, voire dans le cloud. Et puis après, si on dispose encore d'un peu plus de temps à ce moment-là, donc effectivement, ça serait plutôt la solution d'archivage sur de la bande. D'accord. Parce que le cloud, alors attention, faut être aussi honnête, la fibre c'est magique, mais je ne sais pas si vous avez essayé de restaurer ne serait-ce que, je sais pas, 2 ou 3 Tera en cloud, comme tu dis, s'il faut aller vite, même si tu as une fibre grand public, Free SFR ou ce que tu veux, ça risque de prendre du temps quand même, non ? Ouais, mais alors après, donc on peut avoir des dispositifs qui font que on n'a pas restauré, c'est-à-dire que en fait au niveau du fournisseur de cloud, il te met tout sur un stockage que l'on peut transporter et ensuite on va le chercher, on le rapatrie quoi. Okay. C'est ce qui est, alors en fait ça s'appelle alors j'ai entendu parler de Snowball, je sais plus si c'est chez Amazon ou chez ouais, c'est ce que dit Alexia sur le chat, c'est ce qu'il dit. Il dit il y a des services de backup restauration qui t'expédient des disques. Ouais. Voilà, en fait, ce sont gros stockage sur disque. La solution Backblaze, c'est ce qu'ils font. D'accord, ok. Voilà. La solution Backblaze, il peut envoyer une clé USB ou un disque dur ou plusieurs disques durs. Ah, d'accord, c'est bon à savoir. Directement. Là, c'est des petites capacités, quand même, ça reste à quelques téraoctets. Ok, donc j'ai bien compris. Donc en gros, on adapte en fonction de... C'est ça, finalement, c'est quel est le curseur que tu mets sur ton exigence en termes de niveau de sécurité, d'accessibilité à tes données en cas de sinistre, si j'ai bien compris. Quand, comment, à quelle vitesse je veux les restaurer. Donc tout ça depuis tout à l'heure, entre toi, Pascal, Christophe et Yves, voilà, il y a plusieurs scénarios. Alors il y a le côté grand public, après il y a les petites sociétés, les plus grandes structures, et puis il y a des enjeux aussi derrière beaucoup plus gros internationaux d'échanges. Donc globalement, c'est
peut-être Pascal, on va bientôt conclure l'émission, mais après je vais vous faire votre quiz à tous les trois, vous n'allez pas y échapper. Mais globalement, Quantum, c'est ça aussi, c'est une société qui a adapté une offre de produits qui peut permettre de démarrer petit et pour aller très très large quand même, non? Jusqu'à du Amazon S3, des trucs comme ça. C'est absolument ça. C'est absolument ça, parce que on peut commencer. Alors petit, on est quand même à, on va dire, une centaine de Tera, quoi. D'accord. Sur les premières plateformes que l'on va gérer, et on va pouvoir évoluer sur des capacités quasiment infinies en termes de stockage, alors que ce soit du stockage objet. Le stockage objet, j'en ai parlé tout à l'heure, on éclate les données sur disque. Mais on a également chez Quantum une offre unique qui permet de faire du stockage objet sur bande également. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va écrire les données sur plusieurs bandes. C'est ce qu'on appelle le cold storage chez nous. C'est en gros le principe du glacier Amazon, d'accord, que l'on porte sur des technologies que l'on peut mettre chez nos clients. Voilà. Donc là, on est quasi illimité en termes de capacité. Ok. Bon, en tout cas, on a dressé à peu près voilà, je ne sais pas si sur le chat vous avez des questions. Je vois par exemple Babydoc, notre expert réseau, qui nous dit le must, c'est quand même qu'on n'a pas parlé. C'est un réseau dédié entre les NAS, serveurs et archiveurs, optimisé au niveau de RAM qui permet d'avoir des choses performances. Ouais, alors là, tu rentres dans quelque chose effectivement de très balèze, Babydoc, mais on aura probablement l'occasion d'en reparler. Alexia qui nous dit une bande c'est super inattaquable par les ransomware. Tu résumes exactement ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Effectivement, moi j'appelle ça la troisième copie en fait, c'est ça. Hein. Moi j'appelle ça la troisième copie, c'est-à-dire voilà, tu as ton stockage primaire, tu en fais un backup quelque part, et ensuite tu as une troisième copie que tu externalises à 30-40 km, au cas où tu te prêtes un missile, on sait jamais, en temps de guerre, pourquoi pas. Voilà, on sait jamais. Mais bon, bref. Alors, on va bientôt clôturer le concours, messieurs, dames. Pour ceux qui nous ont rejoints, qui se sont inscrits au concours, attention, il faut impérativement follow la chaîne si vous voulez que le tirage au sort prenne en compte la possibilité de gagner pour vous. Donc ceux qui n'ont pas encore follow le monde de Dayo, il faut follow le monde de Dayo pour que vous ayez une chance de gagner la licence du logiciel. J'ai vu une question tout à l'heure aussi. Voilà, Finchirilea qui vient de follow. Voilà. J'ai vu une question sur P5, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Attends, j'essaie de la retrouver pour Christophe et après on va faire le petit quiz avant de clôturer le concours. Voilà, est-ce qu'il y a une version pour particulier d'Hashiware permettant de stocker dans le cloud? Alors je sais pas si c'est Prestore, P5 pardon, c'est fait pour les particuliers, si c'est abordable pour les particuliers. Enfin, c'est toujours une question de budget en fait, hein, ça dépend. Hein. Voilà. Bon, il y a une version on peut obtenir une clé d'évaluation. Donc, alors pour les particuliers, alors la licence en fait, donc que tu proposes là de gagner, elle s'adresse en fait alors aux particuliers. Je dirais plus aux indépendants, c'est-à-dire quand même des gens, des professionnels du domaine, donc qui vont exploiter en fait un lecteur de bureau. Bon, déjà on a des capacités déjà relativement importantes, hein, puisqu'on a parlé de tout à l'heure donc de 18 Teraoctets sur un lecteur LTO9. Donc pour le particulier, est-ce que le particulier donc doit gérer de telles quantités de données? Si tel est le cas, effectivement, ça peut convenir. Une licence P5 Desktop et LTO Edition. Donc voilà, on est à un bon 1000 € là, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. TTC, j'ai dit 1440 €, j'ai calculé le truc, c'est 1200 € hors taxe. Sur lequel, alors soit effectivement, bon, c'est sur disque. Maintenant, on privilégie quand même l'utilisation de bandes, en particulier pour l'archivage, donc auquel il faudra rajouter le coût du lecteur. Bon, à partir de là, on a quand même une solution super sécurisée, parce que comme ça a été évoqué là précédemment. Alors jusqu'à maintenant, hein, bon, alors maintenant il n'est pas dit que ça évolue pas avec le temps, mais aucun ransomware donc a chiffré une bande. Alors tout à l'heure, Yves en a parlé en disant que il y avait eu sur une bande des données qui avaient été chiffrées.
alors peut-être tu peux me répondre, mais je pense qu'elles ont été chiffrées postérieurement à l'écriture sur bande, parce que moi de mon côté, j'ai jamais eu connaissance que un ransomware ait chiffré les disques et ensuite se soit connecté et envoyé les commandes pour chiffrer ou pour non, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont effectué une sauvegarde de leur machine qui avait été chiffrée. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, la donnée était chiffrée. Mais c'est pas la bande elle-même, c'est pas la sauvegarde elle-même qui avait été atteinte. C'est juste que le dernier jeu de sauvegarde qu'ils avaient, c'était un jeu de sauvegarde des machines, alors que les machines avaient été chiffrées, donc, qui était inexploitable. Tiens, je voulais Après, on peut chiffrer les données sur la bande. Oui, mais là je parlais de chiffrer par le ransomware. Oui, absolument. Il y a des mécanismes pour chiffrer les données sur la bande. On a nos propres mécanismes qu'on propose à certains de nos clients dans le monde de la défense, entre autres, qui ont également leurs propres mécanismes. Il faut savoir que c'est sur les lecteurs, il y a un chip qui est dédié au chiffrement. Donc le chiffrement se fait au niveau du lecteur. Voilà. Réellement. Voilà. Alors, je crois aussi, alors je vous lis aussi une petite blagounette de Alexia qui est sur le chat, archiver plusieurs copies de ces données dans le cloud sans savoir où elles se trouvent, qui sait, dans le même data center que Strasbourg. Humour. Je crois on sait exactement à quoi tu fais référence. Mais bon. Mais Babydoc vous dira qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret. Hein. OVH, c'est très bien, c'est français cocorico, c'est pas cher, mais peut-être qu'effectivement, le pas cher fait qu'en termes de sécurité, incendie ou toutes ces choses-là, c'est peut-être pas aux mêmes normes que certains data centers qui sont des level 3 ou level tier 3 ou tier 4. Je sais qu'il y a des classifications de sécurité dans les data centers. Il faut bien se dire, de toute façon, l'incendie dans un data center, ça peut arriver à n'importe quel fournisseur de data center. Tout ce qu'on va rencontrer, c'est essayer de limiter le risque que ça arrive, mais ça arrive à absolument tous. Amazon a perdu un data center il n'y a pas très très longtemps au Japon, qui a entièrement brûlé. Ça peut arriver à absolument tout le monde. Alors, on pourrait discuter de Strasbourg parce qu'il y a eu des choses particulières dedans, mais le problème en tant que tel, c'est pas une histoire de coût, c'est une histoire que c'est un risque qui existe toujours. Il y a des batteries qui sont là, il y a des machines qui vont chauffer, il y a de la ventilation, il y a des choses comme ça. La vraie problématique, c'est mettre en place des éléments qui permettent de... j'allais dire un mot anglais, c'est de mitiger le risque, de limiter le risque et d'en baisser la probabilité. Mais on peut taper sur VH. Je peux vous dire que j'en connais d'autres qui sont passés pas loin et pas du tout de leur faute. Je vais donner un exemple. Scaleway, ils ont eu dans un de leurs data centers, ils sont dans une autre zone industrielle et l'immeuble d'à côté, qui est une usine de retraitement d'hydrocarbures, a pris feu. Et ils ont eu très peur pour leur data center que le feu se propage au data center. Eux n'y étaient absolument pour rien, ils avaient tous les mécanismes, ils avaient mis tous les mécanismes pour pouvoir se protéger contre ça, mais le feu aurait pu se répandre sur leur bâtiment avec une cuve qui explose à côté, avec ce genre de choses-là. Ça peut, quelles que soient les précautions qu'on prenne, la quantité de risque est tellement variée que ça peut arriver chez n'importe qui et que ça arrive chez n'importe qui. D'accord. Donc pour l'écologie et pour la planète, en gros, il faut des data centers qui se dupliquent et synchronisent sur d'autres data centers à d'autres endroits de la planète. C'est ça en gros. Hein. Mais ça existe. Ça existe. Ouais, j'imagine bien. De toute façon, je sais qu'il n'y a pas de choix. Écoutez, messieurs, on va finir par le petit quiz et ensuite on va clôturer le concours. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plutôt rapide et pratique. Alors, c'est pas évident d'adapter un quiz comme je l'ai fait il y a 3 semaines, mais en gros, je vais vous dire 2 mots et je vais faire les uns après les autres. Je vais faire dans l'ordre Yves, Pascal, Christophe. À chaque fois, vous me répondez sans argumenter. Voilà, juste ce que vous préférez. Voilà. Ok, donc on va commencer dans l'ordre à chaque fois. On va mettre la petite musique de l'instant quiz. C'est parti. Je vois Christophe qui se décompose. Mais non, tout va bien. Il n'y a pas de piège. C'est juste pour vous connaître vos tendances. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Première question. Donc, je le fais dans l'ordre à chaque fois. Yves d'abord, Pascal et Christophe. Donc, Yves, disque dur ou LTO? Disque dur. Pascal. LTO. Et Christophe? LTO. Ok, ensuite, LTFS ou format propriétaire? LTFS. Pascal? Format propriétaire. Ok, Christophe? Format propriétaire. Je l'aurais parié. Je vous connais bien, messieurs. On continue. Snapshot ou synchro? Yves? Synchro. Pascal?
C'est pas la même utilisation, on peut avoir les deux. On a d'autres pas, on choisit. C'est pas grave, t'es pas obligé de... peu importe. Tu peux dire les deux aussi, hein. Okay. Les deux. Christophe. Synchro. Ok, ensuite, Yves, stockage local ou cloud? Local. Pascal. Local. Christophe. Cloud au pluriel. Ah mince, je croyais qu'on allait avoir l'unanimité. Loupé. Ok, ensuite, Yves, Amazon, Google, Microsoft ou Wasabi? Amazon. Pascal. Ouais, je dirais Amazon aussi. Christophe. Wasabi. Je l'aurais parié aussi, c'est marrant, je vous connais bien, messieurs. Ok, on continue. Bon, ça c'est plus pour Yves, mais tout le monde a le droit d'avoir un avis. YouTube ou Vimeo? YouTube. Pascal. YouTube, parce que j'ai une chaîne aussi. Donc, ah, YouTube. Yes. Ouais, je savais pas, tu vas nous en parler. Et Christophe. Vous pouvez pas répéter la question, hein, c'était... YouTube ou Vimeo? YouTube. Allez, encore 3 questions. YouTube, ok. Yves, Mac, Windows ou Linux? Linux. Ok, Pascal. Linux. Christophe. Linux. Oui, nous avons l'unanimité sur une question. Alléluia. Merci, messieurs. Continuons. Fibre FTTO ou fibre optique noire? Fibre optique noire. Ok, Pascal. Idem. Et Christophe? Pareil. Bon, voilà, le premier, FTTO. Ah, ok, d'accord. Et pour terminer, dernière question. Cloud privé ou data center, Yves? Cloud privé. Pascal? Oui, cloud privé. Ok. Et Christophe? Data center. Ok. Merci messieurs, c'était le petit quiz d'IO Quiz. Voilà, c'était. C'est pas évident de créer des quiz. Hein. J'espère qu'en tout cas sur le chat, voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu des choix de ce que les gens préfèrent. Mais voilà, c'est un petit côté sympa en tout cas. Voilà. Merci messieurs pour ces réponses. Il est temps de clôturer le concours. Alors, on y va. On va clôturer le concours et on va savoir qui c'est qui a gagné. Donc, c'est bon, je répète. Il faut follow la chaîne. Il faut taper ! Archiware pour participer au concours. Et j'enverrai à l'euro gagnant la licence du bundle Prestore Desktop LTO Edition pour une valeur de 1440 €. Et je remercie Christophe et Archiware, bien évidemment. Voilà. Alors, on y va. Donc, je vais clôturer le concours. Close entry. Et je vais faire un pick winner. Donc attention, roulement de tambour. Nous avons Tofson. Voilà, Tofson qui a gagné. Bravo à toi, Tofson, en tout cas, pour avoir gagné cette licence. Donc tu me contactes par message privé, Tofson, et je me ferai un plaisir de t'envoyer en tout cas cette licence de LTO Desktop Edition de Prestore. Voilà, si tu as des questions, voilà, Christophe, je peux aussi te donner ses coordonnées où on peut discuter. Je connais pas mal aussi ce logiciel que j'aime beaucoup. Voilà, pour tous ceux en tout cas qui ne connaissent pas. Alors, je vais conclure cette émission et je tiens en tout cas personnellement à vous remercier tous les trois. En tout cas, voilà, j'espère que sur le chat, en tout cas, vous avez apprécié cette émission qui était, on va dire, assez technique. Mais en tout cas passionnante parce qu'elle est clé. Alors honnêtement, on a déjà passé, voilà, il est 22h52, ça fait 1h45 que nous parlons de tout ça, et comme je vous l'avais dit, ça passe très très vite, c'est très complet, très complexe, mais très intéressant. En tout cas, juste pour finir et remercier mes invités, Yves, merci en tout cas pour ta participation. Vous retrouvez Yves alias Yorzian sur Twitch, sur YouTube, sur LinkedIn et tout ça, vous pouvez le trouver. Si vous avez besoin d'une formation sur Linux, Shell ou des choses comme ça, voilà, Yves se déplace partout a priori. Donc il a un planning qui est pas mal rempli parce que c'est voilà, Twitch et YouTube fait qu'aujourd'hui Yves est devenu quelqu'un qui est voilà, qui a une audience incroyable. Donc voilà, faut en tout cas, allez le voir en tout cas le vendredi soir et le dimanche soir sur des émissions assez techniques et thématiques. Il y a une super communauté et je remercie la communauté en tout cas qui est venue de Yves ce soir nous regarder. Merci à vous tous d'être ici. Merci en tout cas à toi Yves. Et Pascal. Merci de m'avoir invité.
Bah de rien, c'est normal. Franchement, merci pour cette première et on se retrouvera à mon avis très bientôt pour d'autres émissions. Je pense qu'on refera d'autres thématiques si tu le souhaites. En tout cas, ça me ferait plaisir de t'avoir à nouveau dans d'autres émissions plus tard. Voilà. Pascal, merci beaucoup en tout cas. Comme Quantum, je rappelle, Quantum, fabricant, éditeur de logiciels, voilà, vraiment spécialisé dans la sauvegarde, les robots, LTO. Donc c'est quand même une société, une marque prédominante dans le monde du média, mais pas seulement, dans l'IT aussi traditionnel. Donc n'hésitez pas en tout cas à les contacter. Et voilà, c'est vraiment une marque de prédilection, en tout cas dans l'audiovisuel que je chéris tant. En tout cas, merci à toi Pascal pour ta participation, tes éclaircissements, voilà. Et pour finir, Christophe, merci en tout cas à toi pour voilà, le représentant de Archiware en France. Merci pour toutes tes explications et cette clairvoyance. Vraiment, moi j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère qu'en tout cas, messieurs, ça vous a plu tous les trois d'être avec nous et cette belle communauté. Et on se retrouve de toute façon d'ici 2 semaines. Alors voilà, c'est pareil, n'hésitez pas sur le chat à m'envoyer des messages. Ah oui, on a la chaîne. Oui, Pascal, tu peux nous... On voudrait connaître ta chaîne YouTube. C'est quoi ta chaîne YouTube? Ah, c'est gentil, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est une chaîne perso, c'est dans le monde de l'art. Je fais, avec temps perdu, je fais de la peinture. Donc ça s'appelle Art Coffee Crème. Art Coffee Crème, donc voilà. Itsuki, si tu as encore le temps de nous mettre le lien, si tu le trouves, mets-le sur le chat. Art Coffee Crème, écoutez, c'est pas parce que ça n'a rien à voir, on s'en moque, c'est toujours agréable de partager d'autres univers. Et voilà, donc je sais pas du tout sur quoi on va tomber quand on va aller sur ta page YouTube, mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'en parler. Donc voilà. Bon, mais messieurs, merci bien, merci à vous sur le chat. En tout cas, vous avez été super, vous avez bien participé, posé de bonnes questions. Moi, en tout cas, j'ai toujours passé un bon moment. Merci Tsuki pour la modération du chat. Merci à tous nos viewers. Et on se retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle thématique, une nouvelle émission. N'hésitez pas à partager. Merci aussi à notre partenaire D&D Technologies qui met tous les moyens techniques qu'on a en place pour faire cette belle émission. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager, liker, parler du monde de Daio. On est, je pense, l'un des rares à faire ce genre d'émission sur Twitch et on essaie de bien le faire, d'avoir des invités très intéressants comme on a eu ce soir et voilà. Bon, en tout cas, je conclue cette émission. Je vous remercie en tout cas à tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.